Aujourd'hui, notre invité s'appelle Edgar Rive, humoriste. Tu crois en l'amitié homme-femme? Moi, ça me pose pas de problème que ma copine ait des amis hommes. Peut-être que c'est plutôt les horaires auxquels ils se voient qui vont plus. Ami à 2h30, c'est relou, quoi. Je trouve que c'est important de rendre au Bénin ce qu'il m'a donné aussi, comme je rends à la France tous les jours en spectacle ce qu'elle m'a donné et en impôts. Donc j'ai joué littéralement pendant 1 an devant 8 personnes. Hein. Ah, mon pote, là, faut éviter tout objet contendant. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Edgar Rive, humoriste, qui va remplir bientôt une des plus grosses salles de France, qui va nous raconter son parcours de fils de ministre béninois, ensuite fils de diplomate, puisque son papa est devenu diplomate béninois en France. Il va nous raconter son parcours, pourquoi son père l'a mis dehors quand il a voulu arrêter ses études de droit pour devenir humoriste. Il est devenu SDF, puis de petite salle en petite salle, de 8 personnes en 8 personnes. Il va réussir, nous raconter comment il n'a jamais rien lâché. Vous allez voir, on va aborder tous les sujets. Il est connu, lui, pour faire des vidéos quand il fait des interviews et dire vraiment ce qu'il pense de A à Z. En tout cas, juste avant qu'on commence l'émission, si vous voulez bien, vous abonner vraiment. Vous êtes très nombreux à nous découvrir chaque mois, donc merci beaucoup pour tout ça. Mais ça nous aide, plus vous êtes nombreux, plus ça nous aide pour avoir des invités différents chaque jour. On met une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche. On met des interviews donc, ou des documentaires. Il suffit juste de cliquer sur vous abonner. Et pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast, il suffit juste de mettre 5 étoiles. Ça nous aide vachement sur les plateformes de podcast audio. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Légende. Et c'est parti avec l'interview de Edgar Rive. Maintenant, on y va. Salut, c'est Edgar Rive sur Légende. On va parler de plein de trucs. On est ensemble. Bienvenue. On a refait 2 fois le clap, hein, pour être précis. Suite à une petite blague au début. J'ai parlé de ma... Et donc... Alors, moi, j'ai été découvert il y a quelques mois avec un de mes meilleurs amis qui m'a parlé de toi et qui m'a dit, mais ce mec-là, il est à mourir de rire, il faut absolument que tu le reçoives parce qu'il est libre. Ouais, je suis content d'être là. C'est le mot qu'il a employé. Oui, j'essaye de pas m'embarrasser des avis extérieurs. Je me veux pas provoquant, je cherche pas à provoquer. Mais j'ai l'impression que être dans une posture d'authenticité peut être perçu comme une provocation dans le monde émotif dans lequel on vit. Oui, tu me dis, je dis juste ce que je pense et des trucs qui sont complètement normaux, mais aujourd'hui, comme on peut plus rien dire, on peut plus vraiment dire ce qu'on pense. Ouais, il y a plein de sujets sur lesquels on a plus le droit de débattre. Ouais. Et en fait, je trouve que le bon exemple de ça, c'est un peu Charlie Kirk qu'on a perdu là, il y a quelques temps. Enfin, moi, c'était pas un tonton à moi, je le connais pas, mais les humains. Les humains, on a perdu un humain avec qui je suis pas d'accord à bien des égards. Mais ce qui m'a choqué est que maintenant, le désaccord va jusqu'au fait de se faire abattre comme un chevreuil devant ses gosses et sa femme quand même. Donc, je pense qu'ils ont abattu 5 personnes ce jour-là. Je sais pas si c'est 1 ou plusieurs personnes. Ou les parents, la famille. Même, ouais, c'est vrai. Et donc, juste parce qu'on n'est pas d'accord, ça pose quand même un problème. Tu comprends à quel niveau d'émotivité on est arrivé? Je pense qu'on est dans un monde où on a érigé l'émotion en rang d'argument et que maintenant, les gens, ils confondent beaucoup ressenti et préjudice. Tu sais, quand tu ressens un truc... Mais il n'y a plus de notion effectivement, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de... T'as raison. Il n'y a plus de nuance, Si t'es vexé par un truc, désolé gros, on vit ensemble, j'ai dit un truc qui t'a vexé, c'est pas un préjudice, ça. C'est pas puni par la loi. Mais maintenant, les gens, quand ils sont vexés, pour eux, ils ont subi un préjudice. Donc le niveau de victimisation, il grimpe en flèche, parce que du coup, t'as parlé des crayons, ça va. C'est moi, mon grand-père, il s'était assis par mégarde sur un crayon, ça lui a fait le 2e trou de balle, et depuis, désolé pour le fion de ton papy, mais j'ai quand même le droit de faire un sketch sur les crayons, frérot, Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est devenu chaud, quoi. Alors évidemment, je te passe même pas, parce que tu peux t'embrouiller sur les crayons. Alors imagine les trucs du style conflit israélo-palestinien, tu sais, la cause des femmes, on est en plein là-dedans en ce moment, et t'es pour, hein? T'es pour. T'es pour. T'arrives, tu dis juste, quand un homme parle, on check ce qu'il dit, et quand une femme parle, on check ce qu'elle dit. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Non, quoi? Tu me traites de salope? Non, pas du tout. Je dis juste que t'en vérifies. Mais ils vont pas mentir, les gens, hein. Je sais pas si t'as vu Harry Potter, mais tout n'est pas vrai, hein. C'est ce qu'il me disait, t'es libre. Et c'est vrai que dans l'émission, c'est très agréable d'avoir des invités qui disent ce qu'ils pensent. Oui. En tout cas, juste qu'on parle. Je dis pas que j'ai raison, par contre. Tu vois? Je dis pas que j'ai raison. Mais nous, on reçoit tout le monde. Voilà. Et tu le sais, d'ailleurs. Ouais. Oui, j'ai adoré. Quand vous avez reçu Dieudo, j'ai adoré, moi. Tu m'as dit, t'as reçu Dieudo, et voilà, on reçoit tout le monde. On écoute. C'est pas pour ça que tu es d'accord avec les gens. Mais si on s'écoute plus parler, on s'en sort pas. C'est ça le problème. Quand t'as reçu Dieudo, je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu un 2 poids 2 mesures. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que Dieudo était pas reçu et que Éric Zemmour si.
Tu vois, parce que Éric Zemmour, il a dit des authentiques dingueries sur les plateaux, et pourtant, il a quand même continué à venir. Donc, c'est quand même bizarre, ce deux poids, deux mesures. Soit on reçoit personne, soit on reçoit tout le monde. Mais en fait, c'est pas parce que tu reçois quelqu'un que tu es d'accord avec ce Non. qu'il dit, mais tu Non. peux en tout cas écouter d'autres arguments. C'est ce dont tu Oui, parlais oui, avant de Kirk. oui, je suis de l'école qui revendique l'altérité, qui revendique les avis différents. On est tous d'horizons divers, d'obédiences diverses. Mais la tolérance, mon ami, elle commence au moment où on n'est pas d'accord. Hein. Exactement. C'est là que le boulot commence, le gainage commence là. Hein. Est-ce qu'on peut quand même boire un C'est dur café? d'être tolérant. Ouais, Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Parce que si on enlève la blague, quelqu'un qui a authentiquement subi un vrai méfait, une vraie exaction, peut avoir du mal à s'en dissocier mentalement et physiquement, et c'est largement compréhensible et recevable. Pour autant, il appartient pas aux gens qui sont autour et qui n'ont pas subi la même chose d'encourager la posture de la personne, mais plutôt de l'aider à s'émanciper et à éviter une posture qui va pas l'aider à se développer en tant qu'être humain, même si elle est vraiment victime au départ. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que faut qu'on arrête la course à la pleurniche. Tu comprends? On n'est pas en train de dire que c'est pas grave ce que tu as vécu. On est en train de dire vaut mieux qu'on crée un cadre où on peut s'émanciper et vivre malgré cela, parce que l'être humain est mauvais et donc il y aura toujours des mauvaises choses. Les humains sont des vrais bâtards. Je veux dire, l'histoire est là pour le prouver, et homme comme femme. Hein. Et homme comme femme, parce que un des arguments est de dire que c'est les hommes le problème. Oui, c'est assurément, mais je pense que les femmes aussi. Pour moi, c'est un problème systémique. On a créé une société qui fait qu'à la fin, il y a des gars qui pètent un câble, qui viennent flinguer des gens. Alors ça veut pas dire qu'il y a un comportement qui fait qu'on mérite de se faire, de subir un meurtre ou des coups ou ce que tu veux, mais on doit s'interroger sur le monde dans sa globalité. Sa globalité voulant dire qu'il y a les hommes et les femmes dedans. Voilà. On va revenir sur ta vie, sur le parcours, c'est le principe de l'émission, c'est essayer de comprendre tes choix, ce qui t'est arrivé, etc. Ouais. Tu es originaire du Bénin, on va y revenir après, mais juste que vous sachiez, donc ton papa était ministre et ambassadeur de France, c'est comme ça que... Ouais, mon père a été ministre, député, voilà. On va en parler après, c'était juste, je donnais 3 infos qui sont assez folles. Tu as été SDF avant de connaître le succès, donc tu es descendu très bas parce que tu as été mis dehors par ton père, parce que tu n'as pas fait d'études de droit comme il voulait. Stand-up, il n'était pas d'accord. Tu as fait 2 spectacles qui ont explosé d'ailleurs, tu as fait des très grandes salles, là tu viens de faire 2 fois le Grand Rex, tu as fait des très grosses salles, tu vas faire dans quelques mois l'Adidas Arena, félicitations. Merci frérot. C'est incroyable. Oui, je suis content. Très grosse salle de Paris, il y a combien de gens? 8000 places, 8000 places. Adidas Arena, on va essayer de la faire 2 fois et de faire 16 000 en 2 jours. Je suis content parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec le public et avec Internet. Vraiment sans médias, parce que moi, le premier sketch que j'ai fait à l'époque, c'est sur la corruption. Je parlais des rapports à France-Afrique. Ça n'a pas plu à pas mal de chaînes, quoi, du coup. Donc, j'ai été mis de côté. J'ai été marginalisé assez vite, moi. Mais ça m'a appris à me développer, à créer mon propre média via Internet, via mes réseaux sociaux. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir un ton aussi libre. C'est que très tôt, en fait, je me suis retrouvé disqualifié, moi. Donc, très vite, je me suis dit, bon, perdu pour perdu, on va essayer de régaler le public, tu vois. Bah oui. Et donc là, c'est la plus grosse salle de ta vie. Aujourd'hui, c'est énorme. L'Adidas Arena, ça va être la plus grosse salle de ma vie, ouais. Je suis franco-béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi en partie là-bas, j'ai été en pension au Bénin, dans les villes les plus sombres du pays. Donc, je me suis installé officiellement. Pardon, pendant qu'on parle de la salle, juste c'est quelle date? Ça, on va la dire. Alors, c'est le 12 juin 2026, l'Adidas Arena. Voilà, 12 juin. Je vous mettrai les liens dans la description. Si vous voulez aller chercher votre billet directement, je mettrai les liens avec plaisir. que tu me donneras. Avec plaisir. Et puis comme ça, vous pouvez aller directement chercher. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, il y a à chaque fois description. Donc, et puis vous cliquez dessus, puis vous aurez à chaque fois l'information pour aller prendre la place pour aller voir Edgar Rive en spectacle. Edgar Rive, c'est ton prénom. Hein. Ouais, Edgar Rive, c'est un prénom composé. E-D-G-R, voilà, les prénoms composés comme Émile, Louis, Guy, Georges, tout ça. Les prénoms, je connais. Attends, est-ce que juste avant qu'on commence ton parcours, là je vois que tu rigoles surtout, t'as aucune limite. Le mec est en piste noire tout le temps, ça peut partir en éboulement. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'interdis dans l'humour, où tu te dis, ça c'est pas un sujet marrant et je vais pas y arriver à en faire un truc drôle? Non, tu vois. Possible d'ailleurs, sans se brider, mais juste toi, t'arrives pas à faire des blagues dessus parce que ça te touche personnellement, puis il y aura des sujets comme... Non, regarde, là, moi je reprends l'entraînement là en ce moment dans les comédie clubs. Je suis de retour à la base, dans les salles de 15-20 personnes pour créer mon nouveau spectacle. Parce que j'ai vendu 3000 tickets, mais pour le moment j'ai 3 minutes de drôle. Donc pour que les gens me cassent pas la gueule, ce serait quand même bien que j'aille réviser un peu. Donc je suis de retour en comédie club et le premier sketch que moi j'ai fait, c'est sur la mort de mon père. C'est le premier sketch que je fais. Et je peux te dire que, je pense pas avoir besoin de préciser que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Voilà. Mais pour autant, je le fais. Parce que je trouve que le rire, c'est une bonne façon d'exorciser. Des choses. Oui. Et puis je trouve qu'une fois que j'aurais fait le sketch, parce que finalement, je parle à travers la mort de mon père de l'enterrement africain. J'explique dans le sketch qu'en fait, quand tu arrives sur place pour un enterrement, tous les moyens sont bons pour te prendre de l'argent, tu vois. Je parle de ça, je raconte un peu les différents trucs qui font que les gars voulaient me faire un peu les poches selon moi, et c'est assez drôle quand même d'un point de vue européen, notamment, c'est assez marrant. Donc j'essaie de trouver un angle intéressant. Pour autant, le seul truc qui, moi, me bloque sur scène, c'est les rires des gens.
Si les gens rigolent, moi je considère que j'ai raison. S'ils rigolent massivement, j'ai raison. Je ne peux pas faire en fonction de la sensibilité d'une seule personne. S'il y en a 1000 qui rigolent. En tant qu'humoriste, je ne peux pas écrire selon le desiderata de tel ou de tel. Non, je fonctionne par rapport à ce que moi je veux dire. Si ça rigole, c'est bien. Ça rigole pas, ben, comme personne n'aime prendre un bide, frérot, je réajuste, tu vois. Il y a des thèmes qui sont difficiles. Là, je fais un sketch en ce moment sur justement l'émotivité du monde dans lequel on vit, sur le fait que maintenant on peut plus ne pas être d'accord. On n'est forcément pas d'accord et petit tu vois, pas d'accord et misogyne, pas d'accord et antisémite. Et c'est dur dans ce monde-là d'être serein à l'apéritif. Ah oui, frérot, parce que là, je peux te dire que faut être concentré. Hein. Plus tu prends de Suze, plus ça peut un petit peu te lâcher, hein, tu vois. Ça peut aller de tu nous emmerdes, Mireille. C'est vrai qu'il serait à la buse, tu vois. Donc il faut vraiment se calmer. Tu le vois dans ton métier quand tu fais des apéros, même entre humoristes avec des potes du milieu. Est-ce que tu fais plus attention quand même quand t'es à l'apéro? Oui. D'abord, je traîne pas avec les gens du milieu parce que pour moi, ils sont insupportables. Voilà. Bah oui, c'est clair, net, précis. C'est des gens authentiquement insupportables parce que, à l'image du monde dans lequel on vit, extrêmement émotif. Et dans un monde extrêmement émotif, victime, c'est un statut. Oui, parce qu'on t'écoute, quand tu vois. Si je disais, en tant que Douar, il y a plein de médias qui me reçoivent et vous dire, alors dites-nous, comment ça se passe, Kunta? Dis-nous, Kunta Keïté. Dis-nous ta souffrance, tu comprends? Mais non, mais c'est vrai, dis-nous ta souffrance, Kunta Keïté. Sauf que non, frère, tout va bien, j'ai des choses dures comme tout le monde, mais je me vois pas comme un noir, je me vois comme un humain qui doit se débrouiller dans le monde dans lequel on est, et j'avance, c'est tout. Je fais pas des difficultés, une fatalité, et je passe vite à autre chose. Dans notre milieu, ils sont vachement émotifs, les comédiens et comédiennes, donc c'est des gens à éviter parce que archi fatigant, quoi. Dès que tu dis un truc, au moment où tu m'as dit de fermer ma gueule, ça m'a rappelé quand mon père m'emmenait en forêt, qui dit, ah non, moi je voulais pas du tout aller là-bas, hein. Ah non, calme-toi. Donc tu vois, on te fout dans des sauces que tu aimerais complètement éviter, quoi. Et regarde, la plupart des gens qui percent dans mon milieu, si tu regardes bien, ils s'éloignent, hein. Ils s'éloignent. Ben, ils s'éloignent et ils se créent un système de vie bien en dehors du milieu dans lequel ils officient, ils exercent. La plupart des gens, ils prennent une maison loin à la campagne, ils reviennent à leurs vieux potes d'enfance du début, pas leurs potes du milieu, mais bien leurs potes qu'ils ont connus à l'époque, parce que eux, ils peuvent se fier à eux. Mais peu de gens, beaucoup de potes dans le milieu, c'est rare. C'est pas un milieu où il est sain de traîner, frérot, de manière générale. Donc moi, c'est un milieu que j'évite. On va en parler du milieu, hyper intéressant. Bah, il est horrible ce milieu. De toute façon, on en parlera, il faut que tu en parles parce qu'il faut dire à quel point. Parce qu'il faut dire dans le détail aux gens à quel point c'est horrible. Il faut dire à quel point dans le détail, quand tu fais une échappée, hein, cyclistement parlant, quand tu commences à faire une échappée. À monter à réussir. Oui, il faut dire que tu fais quelque chose que beaucoup d'autres ne font pas et que bien souvent, le seul moyen qu'il leur reste d'avoir le sentiment d'y être, c'est de commenter le coureur. Tu vois, de faire les commentateurs sportifs sur la course parce qu'ils y sont pas, ils n'ont pas les moyens de faire le sprint comme toi, donc ils commentent ce que tu fais, bien souvent négativement. Voilà, bien souvent négativement. Donc il faut encore, en plus du talent et du travail, il faut encore une endurance mentale. Ce qui est le cas dans tous les métiers où tu es visible, hein. Les gens te commentent et pas toujours en bien. C'est pas facile. Non, c'est pas simple. Super intéressant. Mais c'est vrai que tu vas je t'ai écouté dans des interviews, c'est très intéressant parce que tu vas dans le fond, en fait. Oui. Du sujet, en détail, d'ailleurs. Oui. C'est l'analyse qui m'intéresse. C'est l'analyse qui m'intéresse. Oui, c'est l'analyse, c'est le fond du truc qui m'intéresse. Il faut. Être humoriste, c'est être un chroniqueur du monde dans lequel tu vis. Ça demande d'avoir un œil d'observateur et d'être un analyste fin pour pouvoir comprendre dans quel monde tu vis et arriver à le rétrocéder en blague aux gens. Tout ce qui m'est arrivé, moi, dans mon milieu, je vais le mettre dans mon nouveau spectacle qui s'appelle Vigilance. Vigilance parce que je considère que dans un monde vachement émotif, comme celui dans lequel on vit, faut être concentré. Ah oui, faut se focus plus que jamais sur les faits et pas sur la pleurniche, comme c'est une posture systématique. Faut se focus sur les faits. Oui, mais moi, je trouve qu'il a quand même une énergie très masculine, c'est-à-dire. Non, mais je trouve qu'il est. Enfin, j'ai pas les éléments. Mais c'est vrai que, tu vois. Maintenant, faut donner des éléments, c'est important. Tu vois, il faut rappeler ça aux gens que on a créé des valeurs et des lois pour une raison donnée. Tu vois, je veux dire, si on accepte par exemple que on condamne quelqu'un sur les réseaux et plus au tribunal, sur le plan juridique, pour moi. Je sais que la justice doit progresser, parce que tu sais, maintenant, on te fait dire autre chose selon ce que tu dis ou pas. Non, je sais qu'il y a des problèmes en matière de charge de preuve, en matière de viol, je sais qu'il faut améliorer la formation, mais ça va être dur ce que je vais dire, mais je préfère quand même largement une justice imparfaite qu'à une justice PMU. Tu vois, c'est mon avis. Mais je préfère une justice imparfaite à une justice Wi-Fi. Et donc, si on dit qu'on croit ce que quelqu'un poste sur les réseaux, qui drop sur les réseaux sans vérifier, je trouve que sur le plan juridique, ça nous ramène à l'époque des sorcières de Salem. Et à cette époque-là... Ah, tu montres du doigt quelqu'un et elle était brûlée, ça passe pas. Ben oui, et à cette époque-là, il y a un mec qui voulait qu'elle lui mette, il disait non, il disait « Ah, mais tu m'as l'air un peu maléfique, Denise. » Ah non, je veux juste pas qu'elle, Michel. Ouais, mais écoute, voilà, c'est toi qui vois. Hein. Moi, je te balance dans la flotte avec un caillou au bout des pieds. Si tu remontes, t'es innocente. Tu es là, bah, ouais, j'ai fait un peu physique-chimie, poussée d'Archimède et tout qui conti. À mon avis, je remonte pas. Ouais, bah, tu veux pas sucer aussi, Mireille. Donc, comment on s'organise? Tu comprends? Qu'on laisse pas la place à ça. Qu'on commence pas à nous faire croire que la nature humaine, et je veux dire par là, féminine et masculine, elle est positive. C'est faux. Moi, je pense que l'être humain est mauvais par nature. C'est mon avis. Je pense que l'être humain, homme ou femme, de base, il est méchant. Pourquoi, Guillaume? Parce que il est beaucoup plus
facile de faire le mal que de faire le bien quand tu réfléchis. Beaucoup plus facile. Oui, mais faire le bien, ça demande un effort, mon frère. Hein. C'est beaucoup plus dur de dire des choses gentilles à quelqu'un que des choses bien. Oui, des choses dures. Bien sûr, mais faire le mal, c'est la solution la plus simple. Tu me casses tes couilles, je me lève, je te mets un coup de coude. Heureusement qu'il y a la loi quand même pour nous arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Que par exemple, je me fais authentiquement brimer par quelqu'un ou quelqu'un commet un truc qui me donne envie de faire preuve de violence. Se retenir, c'est faire preuve d'une bonne moralité. Toi, t'es né, on va reprendre ta vie pour revenir sur tous ces sujets-là. Donc, en 87, à Cotonou, tu nais au Bénin. À Cotonou, au Bénin, ouais. T'as une enfance comment? Ton papa est ministre à l'époque, ministre de quoi d'ailleurs? Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Il a bien connu Jacques Chirac, il y a d'ailleurs une vidéo sur Internet où il en parle, et avec lui, ils ont organisé le, je sais plus combienième sommet de la francophonie. Il a eu pas mal de réussites diplomatiques, mon père, dans notre pays. C'est un mec qui a fait avancer les choses, notamment qui a permis de contribuer à on va dire l'élévation du rang du Bénin sur la scène internationale. C'est un mec qui a beaucoup bossé là-dessus. Il a aussi il a trempé dans 2-3 affaires de corruption comme tous les politiques. Hein. Il y a 2-3 reproches qui lui sont faits. Mais moi, c'était mon père. Pour moi, c'était pas un homme politique, c'était mon père. Il s'appelle Edgar-Yves Monnou. Il m'appelait Edgar-Yves Monnou Junior. Donc on peut dire que le gars avait des plans pour moi. Hein, raisonnablement. C'est-à-dire qu'il voulait que tu fasses la même chose. On peut avoir un doute raisonnable quand même, tu vois. Et c'était clairement ça. Et donc j'avais un père qui était plus un précepteur quand même que un père. J'avais un père qui avait des plans pour moi. Donc il fallait lire, faire des rapports sur les bouquins. Voilà, c'était un peu ça mon enfance. C'était une enfance assez stricte, rigoureuse. Mon père vient d'un petit village, c'est-à-dire une ville, Porto Novo, mais dans un quartier qui s'appelle Adomé, où la terre est rouge, où les enfants courent pieds nus. Il vient de là. Il vient d'une famille de 14 enfants et 6 femmes. C'était mon grand-père, ouais. Et on l'appelait le Saint-Homme. Comme quoi, le gars avait déjà de l'humour à l'époque, quand même. Le mec l'appelait le Saint-Homme. Mon père, il vient de là. Il sort de là, il bosse en gériatrie. Il gagne assez pour se payer un billet en France. Il vient, il cartonne à Paris, à Sas. Il rentre chez lui, il devient avocat de formation. Et de là, il se crée une réputation qui finit par l'amener à être homme politique chez nous. Donc, j'avais un père qui voulait que son fils prenne sa suite. C'est où le Bénin, si vous nous écoutez en podcast audio, pour ceux qui Petit pays d'Afrique de l'Ouest, voilà. Dans l'Ouest, un peu dans le Golfe. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, voilà. 112 622 km². C'est un pays qui est plutôt petit en taille. Plutôt petit. Très petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, qui est reconnu, qui est très connu pour le vaudou, la religion vaudou. Nous sommes considérés comme le Poudlard d'Afrique, quelque part. À tort, hein, je pense, parce que la religion vaudou est avant tout une façon de communier avec la nature. Bon, peut-être un peu les esprits aussi, mais après ils boivent de l'alcool, donc c'est normal que ça dérape. Mais à la base, c'est plutôt de la naturopathie, quoi, qui est un peu partie en vrille. T'as une enfance comment? La naturopathie qui a dérapé, c'est ça le truc, la religion vaudou, naturopathie qui dérape. En termes d'argent, t'es comment quand t'es petit? T'es plutôt aisé? T'as quand même une oui, vie on a de rien dans l'assiette? Non, rien du tout, frérot. On a pas mal d'employés à la maison. Ma famille est plutôt très aisée. Je vais dans des bonnes écoles. Enfin, on est très aisé, mais mon père tient quand même à ce que j'aille en pension. Hein. Donc, je vais en pension à Porto Novo. À Victor Ballot. C'est où Porto Novo? Porto Novo, c'est un peu dans le sud du pays, voilà, si je me trompe pas. Hein. C'est un peu dans le sud du pays. Je vais en pension à Porto Novo durant quasiment tout mon primaire avec Victor Ballot. Donc là, c'est chaud. Hein. Là, on est que entre mecs. Il y a le châtiment corporel. Donc on a le droit de... C'est-à-dire les profs peuvent frapper. Ah ouais, c'est autorisé? Oui, il y a même un bâton pour frapper spécialement conçu qui s'appelle le parmatoire. C'est un bâton qui est taillé dans une sorte de chaîne, là, et tu te tends ta main, et on te frappe dedans avec ça. Donc, on te dit, on détermine un nombre de coups selon le niveau de la connerie, quoi. Ça va de 20 coups à plus infinité. Attends, c'était l'école quand t'étais petit, tu veux dire? Ouais. Non, mais c'est quoi? C'est la maternelle, non? Non, je suis au CM1, CM2 là-bas. Ah oui, donc CM1, CM2 là-bas. Tu peux te faire taper? Non, je me fais taper, c'est pas je peux. Puis moi, j'ai toujours été un peu con, artiste, tu vois. Donc, moi, je me suis pris des bastos pour le plaisir. Hein. Ah oui, tu donnes ta main, et ils avaient autre chose. On appelle tous les Africains connaissent ce que je te raconte là. Hein. C'est nouveau ici, mais tous ceux qui ont grandi au Bénin, au pays d'Afrique noire à mon époque, connaissent ça. Il y a un foie aussi qu'on appelle la lanière. La lanière qui est tressée dans de la peau de bœuf. Ah, c'est un nerf de bœuf. Les nerfs de bœuf. Je crois que c'est la peau qui tresse, frérot. Oui, c'est ça. Et quand on te fouette avec ça, c'est très ah ben t'as mal 2 fois. Parce que t'as mal au début, parce que t'as cette faille néraflue carrément, et t'as mal après à la douche quand le savon pénètre. Donc t'as mal 2 fois. Donc moi j'ai connu ça quand même, un truc très très strict. Mon père aussi était aussi très très strict, donc c'était une enfance quand même difficile, où je me suis quand même marré, hein, mais c'était quand même, on a quand même bien cogné. T'étais pas sur l'éducation Montessori? Non, on m'a tabassé, il n'y avait pas d'éducation 8 étapes, c'était une fois, et après tentative d'homicide. Donc les gars étaient chauds. Putain, oui. Ouais, donc j'ai eu ça à Porto Novo, après j'ai été en pension à Cotonou, au collège Père au Pied, qui est encore ouvert, et après je suis allé à Ouida, à Monseigneur Isidore de Souza. La terre était rouge là-bas, la pension, il fallait trier tu connais les charançons? Non. Les charançons, ce sont les insectes qui mangent le riz quand il est encore dans la coque, là.
Tu sais que c'est dans une coque à la base, un Oui, peu le riz. oui, oui. Donc on enlève de la coque et après il est consommable. Et des fois il fallait trier les charançons dans le riz quand l'avait fait pour les manger et tout. Et j'avais mon collège était collé à ce qu'on appelle le temple des pitons à Ouida. Ouida c'est le nom que les blancs ont donné à la ville, s'appelle Rueda à la base, mais les colons ont dit on va appeler ça Ouida. C'est quoi, c'est une colonie portugaise? Tu dis Française. Française. Ouais, Parce que pourtant, c'est des noms un peu espagnols, portugais. Porto Novo, il y a eu les ça Portugais à semble Porto Novo. portugais, ouais. Mais par contre, Ouida, anciennement Rueda, même le Bénin à la base s'appelle le Dahomey. C'est pas du tout le Bénin. Normalement, c'est le Dahomey, le Dahomey, il dirait, pour franciser un peu. Mais dans ma langue, on dit le Dahomey, dans le ventre de Dan. En gros, apparemment, le mec aurait construit le royaume dans le ventre de quelqu'un, quoi. La violence africaine. Il aurait écartelé un gars et construit son empire à partir de son ventre. Donc on dit Dahomey dans le ventre de Dan. Et donc moi, j'ai grandi à Ouida, qui est la capitale historique de Porto Novo. Et j'étais collé, ma pension était collée au temple des Pitons, qui sont considérés comme sacrés chez nous. Donc des fois les pitons s'évadaient du temple, tu te réveillais à côté d'un piton, il fallait le prendre et le ramener là-bas, quoi. Moi j'ai grandi un peu dans tout ça, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'éducation un peu dure comme ça? C'est quoi ton avis par rapport à aujourd'hui? Ouais. L'éducation plus. Est-ce que c'est Moi, je la trop? trouve- Est-ce que c'est pas assez? En fait, je suis mitigé, parce qu'à bien des égards, je la trouve horrible, parce qu'on n'avait pas forcément un dialogue avec nos parents, ni avec les profs d'ailleurs, donc on se faisait parfois cogner sans comprendre, ce qui parfois a pu nous donner de la distance par rapport à ceux qui nous ont éduqués, nos précepteurs, nos parents. Mais pour autant, l'éducation européenne, parce que moi je suis franco-béninois, donc riche des deux cultures, vraiment métissé culturel, parce que la femme qui m'a mis au monde est une femme noire, Eveline Avognon, mais mon père s'en est séparé quand j'avais 6 ans. Donc c'est une femme blanche, française, rochelaise, Virginie Dobchi, qui m'a élevé depuis que j'ai 6 ans. Donc j'ai vraiment les deux cultures. Et je trouve que même s'il y a le dialogue avec l'enfant ici, en Europe, ce qui est une bonne chose, je trouve que parfois il y a un peu trop de laxisme, parce que là on en est à avoir des gens qui se sentent huîtres ou poissons, et ça pour moi c'est un dérapage. C'est mon avis. Peut-être transphobe du coup, mais c'est mon avis, qu'est-ce que je te dis. Pour moi on a poussé la notion de ressenti trop loin. On a trop appris aux gens à mettre leurs émotions sur le devant de la scène. Et je pense que ça nous crée beaucoup de problèmes dans lesquels nous sommes actuellement en Europe. C'est mon avis. Voilà. Je trouve que entre l'éducation africaine qui est excessivement dure et rigide et rigoureuse. C'est un monde d'écart, quoi. Oui, mais il y a peut-être un juste milieu, en fait. Tu vois? Entre l'Europe et l'Afrique, moi qui suis des deux bords, ce serait bien qu'on se retrouve au milieu. Qu'on ne tabasse pas sans raison, mais qu'on puisse dire aussi à quelqu'un, bon, toi, ferme-la quand même, tu vois. Non, mais dans le respect. Mais ferme bien ta gueule. Non, mais poliment. Non, mais avec déférence, tu vois. Mais tais-toi, vite, tu vois. Il faut que tu te taises. Là, il faut que tu arrêtes ton histoire de poisson, là. Il faut que tu cesses, tu vois. Voilà, ça peut être ferme et... Et tu disais que ta maman ne t'a pas élevé, ta maman biologique? Ma mère, Eveline Avognon, m'a pas élevé, ma mère biologique, parce qu'ils sont séparés. Et mon père considérait que c'était mieux que je sois avec lui, que gestion de l'éducation. Donc, j'ai pas beaucoup vu ma mère, mais elle m'aura revu plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'argent. J'ai payé un Airbnb pour qu'elle vienne. Et puis, oui, bien sûr. Et on a pu se voir. Maintenant, on se voit. Je suis rentré encore plusieurs fois cette année, d'abord pour enterrer mon père, après pour gérer la succession. Donc, maintenant, on se voit de plus en plus, on se parle beaucoup. Mais elle a pas eu l'occasion de me voir grandir. Mais elle a été très fière de voir son fils sur TF1. Putain, incroyable. Ah oui, elle après m'a vu, et putain c'est mon fils, elle m'a vu sur TF1. Elle t'a reconnu, non? Oui, à l'époque j'allais chez Arthur, avec Rep. Et ça passe TF1 au bled. Incroyable. Donc du coup elle m'a vu là-bas, ouais. Donc elle a entendu ton prénom, elle s'est dit tiens c'est Oui, bizarre. oui, bien sûr. Ouais. Elle a revu son fils à la télé, elle était fière. Elle était fière de voir ce que je faisais. Et là, elle a pas eu raison de m'élever. Hein? Et t'as rappelé à ce moment-là? Non, c'est moi qui l'ai rappelé. On n'a jamais perdu vraiment le contact. Mais on n'a jamais eu l'habitude de se parler. Et à partir du moment où moi j'ai grandi, j'ai vraiment essayé de rétablir un lien avec elle. Il y a eu des différences d'éducation entre ta belle-maman, ta belle-mère, qui est blanche, qui est française, tu disais, et ton père? Tu as vu une différence? Mon père, c'était vraiment le cliché de l'autorité du patriarche à domicile, tu sais, où personne parle à table quand il est là, où il y a une crainte, où il y a une tension qui change, qui s'installe dans la... Dès qu'il arrive... Il y a des gens, ça fait ça... Mon père, c'était chaud, hein. Dès qu'il arrivait, mon père, tu sais, D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont allés aussi loin que les claques, parce que mon père, c'était littéralement le genre de mec, un regard, tu te voyais mourir quand il te regardait méchamment, donc c'était pas la peine d'aller plus loin que ça, quoi, tu vois. Mais je pense qu'ils avaient envie de se faire plaisir. Et... Ils avaient envie de se régaler, Mais ouais, mon père, c'était plutôt l'autorité. Ma mère était évidemment beaucoup plus douce, beaucoup plus pédagogue dans sa manière de faire, oui. Donc, j'ai noté, tu as un grand frère, une grande sœur, deux petites sœurs, vous êtes 5. Alors, officiellement, j'ai un grand frère, moi, ma grande sœur, après il y a moi, et après il y a 2 petites sœurs. Mais après, on a découvert que le vieux a fait des prestations compensatoires. Et donc il a enculé tout le village, frérot. Au final, on est 11. Non, c'est vrai? Ah, il a enculé tout le monde. 11? Ah oui. Même la vendeuse de tomates au bord de la voie, elle lui a dit avec ceci, il lui a fait des jumeaux. Donc vraiment, le mec est vif. Hein. Même sur son lit de mort à l'hôpital, la meuf, elle lui faisait une parfusion, elle lui disait et vous avez grandi où? Et le mec, il lâchait rien jusqu'au bout. Écoute, en Afrique, il y a une vision particulière, frérot. C'est qu'il faut laisser une trace. Et ben là, il a bien laissé. Tu vois, il a bien laissé. Et je pense que
je pense qu'il y a un délire dans l'idée de plus tu fais de gosses, plus tu augmentes tes chances d'avoir un héros dans le groupe, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il faut que tu joues à chaque fois. Ouais, pour eux, ils ont multiplié leurs chances, quoi, tu vois. Et si vous avez 2-3 gosses, peut-être vous limitez un peu vos chances, quoi, tu vois. Incroyable. Ici, là-bas, ils en ont beaucoup parce que le but, c'est de laisser une trace, de perpétuer le nom aussi. Il faut absolument perpétuer le nom, qu'il disparaisse pas, tu vois. Je sais qu'en France, il y en a qui te diront, moi, je n'ai rien à foutre que mon nom disparaisse. Je te défie d'aller chez moi trouver un mec te dire, j'en ai rien à foutre que mon nom disparaisse. Moi, j'ai démarré l'humour parce que je voulais marquer ma discipline. Tu vois, et on m'a pris pour un gars prétentieux parce qu'on fait souvent l'amalgame en France entre prétention et ambition, tu vois. Arrive, tu dis je vais être le meilleur. C'est mal vu l'ambition. Bah, arrive, tu dis je vais être le meilleur, on dit se prend pour qui lui? Tu dis mais en quoi ça peut bien te déranger, frérot? Que j'ai dit là ce matin à 15h que je vais être le meilleur. Oui mais faut redescendre. Mais pourquoi faudrait redescendre, Michel? Mais parce que moi je gère le PMI de Poitiers, j'ai pas la vision là. Tu nous dis je vais être le meilleur, tu fais comme tout le monde, ferme ta gueule, prends un pastis. Il nous emmerde avec il dit je vais être le meilleur. Oui mais t'arrives pas à me projeter. C'est ce que je veux dire. Et ça, tu sais, bien souvent, mais mec, bien souvent dans ton parcours, quand il réfléchit, et tu dois le savoir aussi, bien souvent, il faut gérer avec la haine des gens. Et il faut être pédagogue, il faut faire preuve de mansuétude par rapport à ça. Il faut dire, lui, les stoïciens, ils disent, quand quelqu'un te contrevient, il faut te mettre dans la personne. Tu découvriras bien souvent que ça ne vaut même pas la peine de répondre. Parce qu'en fait, c'est souvent une circonstance de souffrance authentique que le pousse à réagir comme ça. Mais encore faut-il arriver à le comprendre et le percevoir. Qu'est-ce que c'est les stoïciens? C'est quoi exactement? C'est une philosophie qui apprend à avoir de la modération, un contrôle des émotions. Hein, donc on aurait bien besoin en 2025-26 de distribuer obligatoirement des cours de philosophie stoïcienne dans les écoles. C'est une philosophie qui a été instaurée par Marc Aurèle. Je crois que c'est bien lui le père de la philosophie stoïcienne. Il a écrit ses mémoires qui s'appellent Penser pour moi-même ou à moi-même, je crois, où il établit les premiers préceptes de la philosophie stoïcienne, qui est une façon en gros de prendre un peu plus sur soi, parce que déjà, ils avaient déjà identifié à l'époque que verser trop dans le pathos et l'affect, ça nuisait à la raison et l'établissement de règles viables pour le monde dans lequel on vit. Donc déjà, il y a des siècles, ils avaient déjà capté. Hein. On dirait que maintenant, ils ont perdu l'enseignement. Enfin, l'histoire prouve une chose, c'est que l'être humain n'a pas bonne mémoire. L'histoire le ça c'est sûr. Ah, mon frère, c'est quand même incroyable. Mais tu te souviens pas? Oh, comment merde, on fait ça. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Donc la philosophie stoïcienne, elle apprend à prendre un peu sur soi. Elle apprend à faire tout partir de soi et à compter sur soi-même pour avancer dans la vie. Voilà. Elle apprend aussi à se libérer, ce qui est un énorme problème quand on vit en société. Elle apprend à se libérer de la vie extérieure, de l'opinion d'autrui. Elle apprend à accepter le rejet, les approbations, le fait de ne pas être validé. Elle apprend à accepter ça. Elle dit c'est pas grave, j'avance quand même. Parce que je trouve que quand on veut absolument être apprécié des gens, c'est un biais par lequel on peut se faire manipuler. Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Est-ce que petit, ça allait bien? Mon frère, je pense que non. Mon grand frère, au départ, maintenant, on s'entend très bien. Mais au départ, mon père s'appelle Edgar-Yves Bournou. Je suis pas le grand frère, moi. Je suis pas l'aîné. Et pourtant, c'est moi qui l'ai appelé Edgar-Yves Bournou Junior. Donc, je pense que c'était une connerie parce qu'en France, ça nous a un peu opposés l'un à l'autre. On se pétait la gueule en permanence. Puis on regardait des films de Jackie Chan, nous. Donc, on voulait reproduire en vrai ce qu'on voyait à la télé. Et donc, on se croisait, on se mettait d'accord. Mais je me suis beaucoup engueulé avec mon grand frère. Aujourd'hui, je m'entends bien avec toute ma famille, sauf ma petite sœur. J'ai une petite sœur. Tu pissais dans son shampoing, j'ai noté. Ouais, j'étais con. J'étais con à l'époque. Hein. Ben, ma sœur, ouais, je faisais ça. Je prenais le shampoing, je faisais pipi dedans et je le remettais à sa place. Et donc, je sais pas quoi faire de cette information. Ce que je te dis, quand elle douchait, je l'ai derrière la porte et je te dis, ah, maman! Génial! Non, j'ai toujours été un petit con. Je m'entends bien avec mes frères et sœurs maintenant, sauf une, avec qui on s'entend pas du tout. Et voilà, c'est comme ça. Et t'as connu les 11, du coup, enfin Je connais les 11, je suis rentré au Bénin à plusieurs reprises, j'étais avec eux cet été, j'ai vu tout le monde. De toute façon, mec, une fois que le vieux est mort, il faut qu'on fasse la succession, on discute, on se met d'accord avec les enfants, parce qu'il y en a un qui a 3 ans. Hein. Oh, waouh! C'est-à-dire que là, mon père est mort à 72. C'est-à-dire qu'il a mis un but à 69. Hein. On est quand même sur un des plus grands joueurs de l'histoire. Il met un coup franc enroulé comme ça à 69e, quoi. C'est rien à foutre, quoi. Mais comment t'as su? Ils se sont déclarés à la mort de ton papa? Comment t'as découvert à la mort de mon père, je savais que tout le monde existait un peu avant, parce que d'abord j'ai des petites sœurs, des jumelles qui m'ont écrit, parce que moi j'ai commencé à percer un peu sur les réseaux bien avant tout ça. Donc j'ai commencé à avoir des messages de suite tes sœurs, donc moi je vais faire ouais super, bon bah les couilles, pour me rendre compte que finalement c'était une vraie histoire quoi, c'était vraiment ma sœur. Ouais. J'ai une sœur qui est à Londres, Georgette, qui vit à Londres, qui parle anglais, voilà, qui parle moins bien le français mais qui parle surtout anglais. J'ai deux jumelles, en dessous une petite sœur, et puis il y a 2 garçons à la fin, Chegou et Keren. Et tu vas une grande famille de 11 enfants. C'est génial ça. Ouais. Oui, parce que en fait, d'abord, je pense que le premier cercle de solidarité au monde, c'est la famille.
Même si on s'entend pas toujours, même si ceci, même si cela, on a quand même plus de facilité, excepté si ton oncle t'a prise dans le désert à la suite de ton plein gré, t'as compris, ça je prends pas ça en compte. Mais si on revient dans les standards, ça reste un endroit où on est plus facilement accepté que partout ailleurs. Donc je trouve quand même bien qu'on soit quand même nombreux. Ça me fait quand même plaisir de retourner, de les voir tous et de les voir évoluer. Et toi, tu vas arriver en France, donc tu disais un peu plus tard, je crois vers l'âge de 16 ans, 2003. Voilà, je vais beaucoup en France. D'abord, je viens à 6 ans. À l'époque, on arrive en banlieue à Sarcelles. Je vais un peu à l'école là-bas. Après, je vais retourner au pays. Je fais plusieurs allers-retours entre la France et le Bénin. Ben, je m'installe officiellement à 19 ans. J'arrive en seconde, en Vendée, à l'Espérance, à Sainte-Cécile-Bourg-de-Vair. Là, ah ouais, mais là, je suis avec les prêtres, je suis avec ceux qui vont faire après Saint-Cyr, la Yule, tout ça. Donc, il y a eu 2-3 bagarres. Mais c'était quand même super parce que la religion, j'ai toujours été à l'école en pension catholique. Donc, ça m'a quand même donné une notion très ancrée du bien et du mal. Ça veut dire que j'ai ce truc presque chevaleresque en moi de... Limite, je suis prêt à clamser pour ce en quoi je crois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment ce truc-là presque biblique en moi. Ouais. Il y a ce truc de, je préfère mourir debout que vivre à genoux, quoi. Ça, c'est vraiment un truc on m'a ancré, moi, dans ma tête. Ce qui va donner toute l'attitude au combat que je mène plus tard. Voilà. Et tu vas arriver donc à la fin définitivement. Pourquoi? C'est avec ton père, c'est ça qui va devenir ambassadeur. Il va oui, donc il va être ambassadeur exactement, du Bénin en France. Voilà, il va passer ambassadeur du Bénin près la France. Il va couvrir également 14 pays européens. Voilà, Portugal. On le voit d'ailleurs, il y a des images, des photos de mon père qui donne ses lettres de créance à la reine d'Angleterre. On le voit avec tous les différents présidents. Ouais, donc à ce moment-là, je m'installe directement en France. En France, et tu vas découvrir donc vraiment ce que c'est que de vivre en France. Tu t'habitues vite. Ouais, parce que c'est quand même pour moi qui ai vécu la pension, les coups, les fouets, tout ce que tu veux, c'est quand même beaucoup plus cool. C'est quand même beaucoup plus cool. Là, quand j'arrive en pension à Sainte-Cécile-Bourg-de-Vair, le problème des gens est qu'il y a encore cordon bleu. Putain, on a mangé cordon bleu hier, cordon bleu aujourd'hui. Moi, je suis là, mais donne ton cordon bleu, frérot. Donne-moi ce cordon bleu. Plus tard, étudiant, je vais découvrir étudiant plus tard que t'appelles un numéro, il y a un blanc qui vient avec une pizza et il te la livre et il dit est-ce que vous voulez la sauce piquante avec? Donc je me dis quand même quel accueil. Tu te dis qu'on est parfois dans un monde où on s'invente des problèmes dans un pays où il n'y en a pas beaucoup? C'est toujours une question de point de vue, ça paraît évident. Et donc forcément pour moi, qui suis béninois et qui ai vécu la difficulté, parce que mon père voulait que je la vive. C'est à la fois une décision parentale dure, mais je me demande si ça ne me bénéficie pas aujourd'hui par ailleurs. Parce qu'en fait, depuis le départ, quand je suis arrivé moi dans le monde de l'humour, le curseur de souffrance, je ne l'ai jamais mis au même endroit que les gens. Mais jamais, Guillaume. C'est-à-dire, à chaque fois, j'étais là, c'est dur ça. Bah putain, allez, force à toi. Alors, bah oui, parce que c'est vrai, mec. C'est-à-dire que j'ai jamais authentiquement mis le curseur souffrance au même endroit. J'ai une résilience, a priori, bien supérieure. Ouais, bien sûr. Moi qui ai cordon bleu 8 fois dans la semaine, ça me pose pas de problème. Encore maintenant, d'ailleurs. Ce qui explique ma surcharge mondiale. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a manqué? On a tout en France, on a quand même un beau pays, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a manqué du Bénin quand tu pars d'un pays comme ça? Qu'est-ce qui m'aurait manqué du Bénin? C'est marrant que tu poses la question parce qu'aujourd'hui, maintenant, je me fais la réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi quand je rentre au pays, même si la France m'a adopté et que je dois tout ce que j'ai à la France. Non, il n'y a rien qui m'a manqué. La bouffe du Bénin, la culture béninoise dans son ensemble est une culture que je chéris plus que tout. Mon père voulait d'ailleurs que je fasse des spectacles au pays et il voulait que je représente plus le pays en étant en France. C'est la raison pour laquelle, depuis sa mort, je m'habille beaucoup en Bumba. C'est une tenue tradie de chez nous qui s'appelle le Bumba et j'en mets beaucoup maintenant pour essayer de représenter un peu mon pays, le Bénin. Alors la France, c'est aussi mon pays, je lui dois beaucoup, mais je pense que la France a besoin de moins de promos que le Bénin. À moins que je me trompe, je crois que c'est plutôt le Bénin qui en a besoin, donc j'essaye de le porter dans mon cœur et d'emmener ce pays-là avec moi partout où je vais. C'est depuis le décès, ça tu dis, ça a changé un truc en toi? Ouais, depuis le décès de mon père, je me mets beaucoup en Bumba. Avant, j'étais plutôt Team Jordan, casquette à l'envers, pas casquette à l'envers, mais tu vois, gilet, basket, j'étais beaucoup là-dedans. Plus européen? Oui, ça m'arrive. Ou américain d'ailleurs? Oui, européen, américain, en tout cas occidental, tu vois. Mais maintenant, je ressens le besoin de porter un peu plus la part africaine à laquelle j'appartiens et qui est en moi, quoi. Parce que la mort de mon père, ça m'a quand même chamboulé sur beaucoup d'aspects. Et donc je me suis dit, vas-y, fais un effort. Même si vous parliez peu à la fin, on va en reparler, mais tu vas faire des études de droit au départ pour faire plaisir à ton père. Ton père, il dit, bon, allez, moi je suis ministre, diplomate, de haut vol, d'ailleurs, 14 pays en Europe. Il te dit, tu vas faire comment? Et tu vas accepter au début? Sinon, je décède au départ. Donc c'est quand même mieux d'accepter. Et mon père est avocat de formation, comme je t'ai dit. Il a créé un grand cabinet chez nous. C'est une référence en droit. Il y avait 300 avocats, tout l'ordre des avocats du Bénin à l'enterrement de mon père, parce que c'était une référence. Il y avait plusieurs jurisprudences importantes. C'est une référence dans le droit chez nous, à la base. La base, c'est ça. Un peu comme Sarko, à la base, c'est un avocat. Et après, il a fait de la politique. Donc, il voulait qu'on soit avocat. Et parce qu'il avait créé un cabinet, mon nom et fils, mon grand frère et moi devions être avocats pour reprendre le cabinet et gérer les affaires familiales avec nous. Parce que chez nous, c'est une société qui est encore assez patriarcale, pour le coup, phallocratique. Et donc, au
Bénin, les féministes se cachent encore. Mais par contre, c'est vrai que oui, c'est très axé sur les garçons. Ouais. La société est organisée différemment, quoi. Mais tu vas le faire, ces cours de droit, ou tu vas ne pas y aller, finalement? Ouais, j'y vais, mais concrètement, je me cuite quand même pas mal la gueule. Hein. En France, tu vas? Oui, je suis à la fac en France. Je fais l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon, où j'ai mes 2 premières années. Et tu vas les passer? Oui, je les passe. Bon, je crois que je fais la deuxième 2 fois quand même de mémoire. Okay. Non, d'ailleurs, je fais la première 2 fois, la deuxième 2 fois. Vraiment, il y a eu un délire de le gars voulait pas quoi. Et après, j'ai la licence. Et quand il faut choisir entre le droit privé ou public, là, c'est là que j'arrête et je décide de faire du stand-up. Ce qui ne fera pas l'unanimité au sein de ma confrérie, je ne te le cache pas. Oh putain. Ils le prennent très très mal. Pas authentiquement. Ils te mettent dehors. Ouais, c'est un père de famille, hein, c'est un père africain, donc je pense que peut-être que lui aussi à l'époque il se dit que je vais faire la chouille, tu vois, parce que c'est vrai que c'est quand même l'impression que j'ai laissée sur les 2 premières années. J'étais quand même bien parti, tu vois, pour être un king, un duc du pastis. Et tu lui annonces que tu l'annonces en face à face ou tu l'annonces à distance? Non, t'es fou, comment ça en face à face? T'es malade, on parle de vivre. Mais non, mais là c'est un risque, il y a risque de décès là. Non, j'annonce à bonne distance. C'est loin, on n'est même pas dans le même pays quand je lui dis. Je me dis, attends, le temps qu'ils prennent l'avion, je peux m'organiser quoi. Appeler la police, me réfugier chez les gendarmes, je peux trouver une solution, tu vois. Et sa réaction va être folle, elle va dire, vas-y, dégage, casse-toi, tu te gères, maintenant je paye plus rien pour toi. Incroyable, il te le pardonnera jamais. Non, enfin, jusqu'au jour où je perce. Où là il fera, on a toujours su qu'il avait quand même quelque chose. Dans le politique, hein, il récupère, classique quoi, il récupère. Non, il me le pardonnera jamais. Oui, bah oui, ça le fait chier parce que pour lui, je trahis le plan qu'il avait prévu. On devait faire mon et fils, mais il y a mon frère qui est avocat, donc c'est bien. Mon frère est avocat, mon frère aujourd'hui reprend le cabinet puisqu'il est plus là. Il est décédé, mon frère reprend le cabinet, c'est très bien comme ça. Moi, je regrette pas mon choix. Mais quand il te dit tu pars, quand tu dis il te paye plus rien, c'est il te paye plus rien. Ah non, plus rien. Tu te retrouves SDF. Du jour au lendemain, avec 5 € sur mon compte. Alors, il y a une bonne période où je suis dehors. Enfin, il y a un documentaire qui sortira là-dessus, justement, qui s'appelle Edgar Rive, Le prix de la liberté, qui sortira sur TV5 et peut-être sur mes réseaux aussi. Je mettrai, quand il sortira, ou juste avant, tu me donneras, je mettrai le lien. Donc, si vous regardez cette vidéo, regardez dessous dans la description s'il y a le lien ou pas. Et le prix de la liberté, parce que à chaque fois que j'ai voulu m'émanciper, j'ai eu un prix à payer. Quand je voulais m'émanciper de mon père, le prix à payer, c'était de me retrouver dehors. Je me suis retrouvé dehors pendant une bonne période. Et après, j'ai été hébergé par un pote qui m'a aidé à me refaire. Mais la période où j'ai été sur mon pote, c'était une période très difficile qui est relatée en documentaire et tout, avec témoignages de mes frères et sœurs. T'étais SDF dans quelle ville, tu te retrouves? Poitiers. À Poitiers? Ouais, c'est pas la ville où il faut l'être. Il n'y a pas de ville confortable. Hein. Non, mais Poitiers, c'est quand même une ville morte. Mais ceci dit, heureusement qu'on est en France quand même. Parce qu'en France, tu peux quand même t'en sortir. Et tu manges quoi, du coup? Comment tu manges? Je vole dans les magasins pour bouffer à l'époque. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, j'avais un gros sac Louis Vuitton qui était un peu un de mes héritages familiales. Et donc, j'arrive dans le magasin avec un gros sac Louis Vuitton, puis je le prends, je mange les sandwichs, tu sais, dans le magasin. Dans le magasin. Ouais, tu manges dans la cabine d'essayage à l'époque, tu vois, et tu manges et tu balances dans la poubelle. Tu vois, mais après j'ai commencé à faire un peu le malin, à me sentir un peu comme chez moi, quoi. Tu sais comment l'être humain il est. Tu finis par croire que le magasin il est un peu à toi parce que tu dis voilà, tu commences à mettre 2-3 trucs, finalement je me fais prendre et tout, donc ça devient un peu compliqué. Je me souviens d'un jour je me fais authentiquement humilier parce que je vole des sandwichs bouffés par la police évidemment, authentiquement humilié. Bon, c'est comme ça. Hein. Putain, et tu dors où? J'ai dormi dehors et après j'ai dormi chez un pote. Donc t'as un copain qui est toujours ton copain? Valentin Léaumont, qui nous écoute, qui est un bon ami, qui est fier de ce que je suis devenu, qui est vraiment le gars à qui je dois tout. Parce que je pense que j'aurais vraiment mal tourné s'il n'était pas là. C'est un mec qui m'a hébergé, qui était camarade de fac. Tu sais, quand j'étais à la fac, j'étais un peu le duc de la night. Donc, comme j'étais fils d'ambassadeur, j'avais un peu 1500, 2000 balles à rien foutre. Donc, je restais un peu tous mes potes. Donc, c'est un gars de gauche, voilà, avec une bonne morale, une gentillesse naturelle, qui m'a hébergé, lui, ses parents, et qui m'ont aidé à me refaire. C'est sympa. Ouais. Sans rien demander en retour. Et comment tu ne perds pas le moral à cette époque? Parce que Si, je le perds. Tu le perds? Ouais, si, je perds le moral, bien sûr. C'est une époque de ma vie sur laquelle je m'apitoie pas trop. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est bien documentée et que ça sort bientôt. C'est le mec qui fait de la promo. Et ensuite parce que je suis contre le fait de verser un peu dans le misérabilisme. En fait, c'est une dispute. T'es pas une victime, tu dis tout le temps. Jamais. Jamais je suis une victime. C'est une dispute entre son père et son fils. Voilà. Et mon père étant ce qu'il est, et moi étant devenu ce que je suis devenu, c'est une dispute qui est devenue plutôt mythique, tu vois, légendaire, parce que du coup, on en fait un documentaire, on en fait un film, on en fait une interview, mais c'est une dispute entre son père et son fils. Mais tu savais pas que tu voulais faire humoriste à l'époque, quand tu dis je veux pas faire... Est-ce que tu savais déjà que t'avais envie de faire de l'humour, ou quand tu dis je veux pas faire de droit, t'avais déjà cette idée-là? Oui, j'ai l'idée de faire de l'humour. Même si t'avais jamais rien écrit. Ah oui, mais à l'époque, je fais des cuites avec les potes, et je suis plutôt marrant, quoi.
En soi, je suis plutôt marré à des moments. Oui, mais il paraît qu'il y a des mecs qui font vraiment rire des potes quand ils sont bourrés, mais ils ne peuvent pas monter sur scène. C'est un autre boulot. C'est un autre boulot. Mais moi, j'ai été assez insolent pour croire que ça allait le faire. Et après, c'est l'insolence qui a payé. Mais c'est vrai que j'étais assez gaulerie en soirée, en dehors. Je me suis dit, ils m'ont dit, mais putain, on a déjà vu des mecs drôles, mais là, quand même, ça vaut le coup de tenter. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de le faire. Je me sens bien là-dedans. Mais j'ai pas l'occasion de le faire. Hein. Même quand mon père me met dehors, je l'ai pas encore fait. Parce qu'une fois que je suis dehors, du coup, les plans changent. Au début, le but, c'est quand même de subvenir à mes besoins. Et donc, je le fais. Et quand je me retape, je décide après d'être chargé de clientèle chez Bouygues Télécom. Je trouve un boulot pour payer déjà un appartement. Et voilà, il y a plein de. J'habite chez un gars encore, Valentin, c'est un autre Valentin, mais Diri Dolou, aussi, voilà, shout out à lui s'il nous regarde, qui m'a hébergé aussi. Donc je lui payais un petit loyer et je pouvais aller travailler et pour me faire un peu quoi. Donc je suis toujours à Poitiers. Non, après je quitte Poitiers parce que je rencontre une Nantaise qui passe par là, qui on sort à l'époque et je la rejoins à Nantes. Et donc je deviens chargé de clientèle chez Bouygues Télécom à Nantes. Plateforme téléphonique, donc je travaille là. Les centres d'appel. Ouais, c'est ça. Tourne le plus à l'époque, c'est ce qui embauche plus facilement, il y avait un vrai turnover. Je crois que dans Bref, il disait qu'il y avait, ils avaient tous le même prénom quand ils se présentaient. Oui, Jean quelque chose. Tu vois. Ouais, non, moi, Dampierre. à Bouygues Télécom, j'avais pas ça. Mais avant, à Poitiers, quand j'avais commencé à travailler pour me faire du fric après ma période difficile, j'étais à Californie, je me souviens, c'était vers le Futuroscope, il y avait des plateformes téléphoniques là-bas. Et là, pour le coup, on s'appelait tous Jean quelque chose. Mais à Nantes, c'était pas le cas. Mais bon, c'est tout authentiquement chiant aussi, hein. C'était clientèle, mec, un volume de 85 appels par jour. Et moi, il y avait pas de. Avant, il y avait le temps de travail. C'est-à-dire que tu raccroches, tu historises l'appel, mais tu as le temps avant de décrocher. Donc, moi, j'avais des temps de travail de 15 minutes. Il fallait vraiment que j'explique bien tout le dossier, histoire de pas prendre un autre téléphone. Mais à la fin, dès que tu raccrochais, il y avait un autre appel qui se lançait. Donc 80 appels par jour, quasiment sans pause, à part la pause déj, quoi. Donc en fait, tu sors de là, et puis les gars appellent rarement pour dire qu'ils aiment ce qu'a fait Bouygues Télécom, t'as compris. Hein. Les mecs appellent en général pour authentiquement te chier dessus. Donc c'est compliqué pour l'estime de soi, pour la santé mentale, c'est pas des boulots faciles. Donc ceux qui le font, je sais ce que c'est, je les encourage bien fort. Et tu vas commencer le stand-up, c'est à Nantes justement, tu dis. Ouais, parce qu'après Bouygues Télécom, je vais du coup me faire virer. Hein. J'en ai marre. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre et parce que je vais lancer mon projet. Donc c'est en 2012. Ouais, j'avoue que je sabote complètement le truc, quoi. Et donc je vais avec des potes m'inscrire dans une compagnie de café-théâtre pour faire du stand-up. Et ça va vite me faire chier aussi. Après, je vais créer une scène ouverte dans un bar, le Westside Comedy Club, une scène ouverte que je reprends. Je reprends le truc, il y a 5 personnes dans le bar, voilà, on joue devant des gars à moitié ivres. L'occasion de vérifier quand même son vœu, tu vois, de rechecker que tu veux bien faire ça, tu vois. Sauf que je vais prendre ça comme ça et ça va complètement exploser, ça va devenir la plus grande scène ouverte de l'Ouest. On va faire la scène des congrès plusieurs fois et il y a plein de gens qui ont fait cette scène-là qui sont devenus des vrais pros comme moi, Elodie Pou, d'autres. Et tu vas te prendre des bides au début ou pas quand t'apprends? Il paraît que tous les humoristes qui me disent au début, à chaque fois, c'est très dur parce que tu joues devant des salles, voilà, et tu testes des blagues qui marchent pas du tout. Il faut remonter, il faut recontinuer, faut remonter à vélo, quoi. C'est ça le principe, c'est que tu viens, tu te boites. Bon, moi, j'avais quand même des qualités naturelles fortes. J'ai une forte présence, j'ai du charisme, ça me permet d'avoir une autorité naturelle qui fait qu'on m'écoute quand j'arrive quelque part. Mais pour autant, j'avais un texte plutôt faible quand j'ai démarré. Donc, jusqu'à ce que je fasse des sujets intéressants, j'ai passé des passages plus ou moins mitigés. Je pense que les gens rigolaient par peur. Mais après, ils ont rigolé parce que c'était vraiment drôle. Mais je pense que moi, j'avais du mal à boiter parce qu'ils avaient peur que je les fracasse, je pense. Mais ouais, j'étais pas ouf, c'est la question. Non, j'étais pas ouf. Et le succès va commencer comment? Tu vas faire des premières parties après? Ça va être long, gros. Je vais faire plusieurs années comme ça à Nantes, ou quand même, authentiquement, même si je suis pas connu, il y a un moment, ça devient vraiment les meilleures années de ma vie. Parce que, mec, je fais ce que je veux, je suis avec des potes, c'est un peu la bohème, on se cuite la gueule tous les soirs, on couche avec plein de meufs, on est content, tu vois, c'est un peu ça. La vie d'étudiant, d'ado, quoi, tu vois, que je vis là, à ce moment-là, une vraie liberté, je kiffe. Et puis, je vais progresser dans mon humour, au point de devenir un peu une vedette locale. Et donc, dès que les stars viennent rôder leur spectacle à Nantes, parce que souvent on fait des rodages en province, dès qu'ils viennent rôder, je fais la première partie. Donc je me retrouve ainsi, pas pour un rodage, mais bien pour un spectacle, au Zénith de Nantes, à faire la première de Jeff Panaclock au Zénith de Nantes. D'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, je fais la première partie, ça se passe bien. Et son producteur, Philippe Delmas, me dit, putain, tu devrais venir à Paris. Te lancer, quoi. Te lancer et tout. À l'époque, je suis produit par une dame à la compagnie du Café Date et tout, qui va être contre, mais bon, pareil, on va faire un procès, et je vais devoir me libérer via un procès. Et j'ai fini par me retrouver à Paris. Et là, mon cauchemar commence, mon cauchemar parisien commence. Pourquoi ton cauchemar parisien? Mais parce qu'une fois que tu arrives à Paris. C'est très dur comme ville. Paris, frérot, d'abord, je t'explique. En général, tous les héros de leur province, ils viennent à Paris pour niquer le boss de fin. Donc déjà, tu viens, t'arrives, il y a plein de mecs beaucoup plus chauds que toi. En humour, je veux dire. Ils ont un texte plus fin, plus intéressant, plus acéré, c'est précis, c'est carré, c'est voilà. Y a pas, ça dépasse pas. Le public parisien est aussi plus difficile parce qu'ils ont une palette de choix qui est beaucoup plus large. Et à Paris, quand tu n'as pas de visibilité, c'est-à-dire quand t'as pas un outil promotionnel. Des réseaux, à l'époque, on n'avait pas trop, c'était pas trop la mode des réseaux à l'époque. Donc on parlait plutôt de médias, de télé, de choses comme ça. De Jamel Comedy Club. Voilà, quand t'avais pas ça, tu remplissais pas. Donc j'ai joué littéralement pendant 1 an devant 8 personnes. Hein.
Ah là là. Ah, mon pote, là, faut éviter tout objet comptant. Attends, mais Ben oui, parce que tu te dis à ce moment-là, tu te dis, putain, moi je pourrais être avocat au pays, là, faire des millions de francs CFA et être en boîte de nuit et boire du champagne. Donc tu penses quand même à ce moment-là, mais tu dis... est-ce que je suis pas en train de me planter? Je suis quand même le fils de quelqu'un, moi, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand c'est dur, je me dis, putain, peut-être qu'il avait raison aussi, ce monsieur. Non mais, peut-être qu'il a pas... Non mais peut-être qu'il était dur, mais il a pas tort sur tout, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Mais non, je persévère. Je pense par entêtement, par fierté, par principe. Je poursuis la route. Et tu vis avec quoi quand tu fais 8 personnes comme ça le soir? Tu vis de l'argent des comédie clubs. Moi, j'étais à une époque où en comédie club, il y avait ce qu'on appelle le chapeau. Les gens mettaient de la thune dans le chapeau à la fin. On appelle ça le chapeau, c'est la quête. Et avec ça, on se partageait un peu le cash et ça nous permettait de vivre, quoi, alimentairement. Même avec 50 €, tu peux te faire des courses pour 2 semaines et demie. Oui, c'est ça. Mais tu dors où? Je dors à l'époque, ma mère décide de m'aider, c'est donc la femme blanche, Virginie, qui m'a élevé, elle décide de m'aider à cette époque-là quand même, parce que je sais pas, peut-être un remords ou je sais pas, mais elle me donne accès, parce que mes parents ils ont un appart dans le 16e, qui est une chambre de bonne. Donc elle me donne accès secrètement. Puis sans que mon père soit au courant, elle me donne accès à la chambre de bonne en me disant, bon allez vas-y, courage, force, tu vois. Et donc j'ai la chambre de bonne, très classe, 7 étages, pas d'ascenseur. Ouais, mais au moins. Toilette sur le palier, mais pour moi, c'est le paradis, ça. Bien sûr. T'as compris? Ça, pour moi, c'est le paradis, je te répète, le paradis. Je suis bien, un petit appartement privé, je suis top, tu vois. C'est pas grand. Tu fermes la porte à ton chez-toi. Ouais, c'est le top. Je répète, c'est le top. Super. Il y avait un petit chinois traiteur, là, à l'époque, là. Je prenais mes petits ricantonais, crevettes sautées aux piquantes, là. J'étais au top, j'étais bien. Et tu vas faire ça combien de temps avant de... Longtemps. Je vais faire ça. C'est-à-dire, moi, entre le moment où je commence, où je prends des cours de compagnie, à la compagnie du Café-Théâtre, jusqu'au moment où j'explose, mec, il doit y avoir au moins 8 ans d'authentique galère. 8-9, hein. C'est long, 8 ans. Ah, c'est long. T'as le temps de te remettre en cause beaucoup, de redire peut-être encore une fois, le droit, c'est toujours une option. Non mais, la fac de Poitiers reste ouverte. Tu peux toujours se réinscrire. Et tu dors toujours dans cet appartement-là? Je dors dans ma chambre de bonne tout mon cursus parisien jusqu'à l'explosion. Et quand j'explose, je finis par trouver une production. J'impose dans le contrat qu'ils doivent m'aider à trouver un appart, sinon je bouge pas. Parce qu'à l'époque, quand je deviens vraiment chaud, je fais un vrai... D'abord, je suis à Paris, ça marche pas. Et après, je me dis, bon, là, ça marche pas. T'as dit à ton père que tu voulais le faire, t'as fait le malin. Mais là, actuellement, t'es authentiquement claqué. Tu joues devant 8 personnes, ça remplit pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais m'interroger à ce moment-là sur mes textes. Et il se trouve qu'à l'époque, je fais des textes sur la supposée grande taille du sexe des Noirs, sur le zouk, toutes ces conneries-là. Donc, tu peux rire, mais tu vas pas te dire, faut absolument que j'aille voir ce type-là. Par contre, tu peux rire sur un plateau en mode, ouais, c'était marrant, mais bon, est-ce que je vais ramener tous mes potes à son spectacle? Non, en vrai, non. Non, c'est pas assez innovant, pas assez, l'angle est pas assez intéressant, c'est pas assez frais comme propos. Et donc, je vais commencer à me dire, putain, et là, on commence, et je renoue avec ma famille, je commence à parler avec ma famille un peu, ma mère, ma grand-mère. Donc, on fait une fête à un moment donné à Noël où ma mère loue un endroit, là. Et donc, celle qui m'a élevé. Et donc, je commence, à l'époque, c'est l'écologie un peu, c'est un peu le sujet, société, tout le monde en parle, machin et tout. Et moi, je débarque un peu avec mon seum d'artistes qui marchent pas. Je débarque à Noël et je dis, ouais, ils sont là, ils disent, ouais, si on continue comme ça, il y aura plus de planète. Je dis, ouais, mais bon, 70 ans, moi, j'ai fait le calcul, ça passe, hein. Donc, et là, je vois que tout le monde rit, je fais, ah, ça les fait rire, ça? Ok. Et je me rends compte qu'en fait, en disant mon propre truc, ce que je pense vraiment, même si c'est un peu mauvais, ça passe. Donc je commence par un putain de sketch comme ça sur l'écologie, le barbecue, machin, tout ce qui est disponible en ligne, qui a fini à Montreux, la vidéo est à 2 millions, c'est un sketch que je rôde comme ça, qui cartonne, et je me rends compte que, ok, pour être drôle en humour, faut trouver sa singularité, faut trouver ce qui fait qu'on est drôle, faut être soi-même, même dans le bon comme dans le mauvais, tu comprends? Faut pas chercher à être quelqu'un de bien, en fait, il faut chercher à être toi-même. Et je fais, ok. Et donc je continue à galérer un peu, je fais un comité d'entreprise à l'époque. Comité d'entreprise, voilà, c'est un mouvoir à comique, hein, parce que là, t'as les mecs qui sont là. Alors, on a fait plus 5% cette année. Félicitations Mireille, félicitations Philippe. Et maintenant, le comique. Donc là, mec, ils te payent pour refaire des représentations dans des comités d'entreprise. Ah ouais, pour le CE d'Orange, dès que t'arrives... Ah, donc, mec, dis-nous ton nom. Vraiment, tu te fais vraiment... Ils connaissent pas ton nom. Ah non, tu te fais fister au plus haut point, mon pote. C'est terrible. Et je sors de là, je prends mon petit cachet là en cash. Ça te paye au moins, ça te paye. Ouais, je prends mes 300 € en cash. Là, il y a un mec qui me dit, faites gaffe, parce que quand on tape votre nom, on tombe sur un escroc sur Google. Je me dis, oh. Du coup, je tape et je vois que mon père est au cœur d'une histoire de corruption. Les articles sont en ligne sur la société Bengaz, qui est au cœur d'une histoire de corruption au pays. Et ça m'énerve. Mais plutôt que de l'esquiver, je me dis, tu sais quoi, pour une fois, je vais intégrer ça en humour. J'ai utilisé ma vie. Ouais, et je fais un sketch du coup sur la corruption, en campant un peu le rôle d'un héritier qui en a rien à foutre que son père est un voleur. Et il y a une blague où je dis, il y a un mec du bled qui me dit, ton père est un voleur. Je dis, oui, mais toi, tu n'es pas FIFA, mon ami.
Je dis, on est au Bénin, j'ai une piscine, je suis la case fraîcheur du quartier. Si tu connais pas la piscine, non, ben demande à ta sœur. Et c'est bien nager maintenant. Hein. Et donc là, l'extrait il devient viral de ouf sur les réseaux. Au Bénin, ça passe aux infos. Ah ben, sur les 2 millions en 24 heures, il y en a au moins 1,5 qui vient du pays. Hein. Mon frère, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, machin et tout. C'est le premier sketch qui me fait exploser. Jusqu'à maintenant, me parle de mon sketch sur la corruption en Afrique de l'Ouest. Je suis reconnu. C'est ça qui te fait exploser fort. Je suis reconnu pour ce sketch-là sur la corruption, que je vais développer plus tard. Mais du coup, tu vas remplir des petites salles au début. Ah ouais, là je vais commencer. Tu sais, il y avait 8 personnes, tu passes à combien? Là je vais commencer à passer à du 50-60 assez régulièrement. Tu as des vrais rires. Voilà, des vrais rires, je suis chaud, je suis bien, j'ai fait que des thèmes comme ça. Entre-temps, il y a aussi un sketch sur l'infidélité, parce que je suis avec une meuf qui je suis tellement un loser, va finir par aller donner ses fesses à un barman en me disant qu'elle voulait prendre du temps pour elle. Et donc, je finis par le mettre aussi en sketch. Et l'autre connasse qui allait se faire sauter par machin. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un sketch, ça, l'infidélité. Edgar, l'infidélité, c'est à 6 millions sur Facebook, 1 million sur YouTube, parce que je campe le rôle d'un Renoir. C'est ta vraie vie, quoi. Ouais, la vraie vie. Ce que tu dis, en fait, oui, tu prends le drôle et le véridique. Voilà, je prends tout et je le mets en sketch. Et c'est pour ça que je vais finir par comprendre que c'est ça vraiment le don d'un artiste. C'est authentiquement faire pousser une fleur dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et se servir de choses tristes pour faire du matériel. Et d'ailleurs, tu arrives à une relation perverse avec ton boulot, où il y a des moments où tu essayes vraiment de vivre un truc triste. Ben oui! Tu dis, moi, ça va me faire un truc, ça va me nourrir. Mais oui, moi, à l'enterrement de mon père, j'arrêtais pas de me dire, ça fait un bon 15. Ça fait un non, bon je te crois pas. Je te jure. Mais moi, à l'enterrement de mon père, il y a une vidéo que je vous donnerai si vous voulez. Il y a une vidéo à l'enterrement de mon père. Je démarre par un stand-up. Hein. À l'enterrement de mon père, je démarre par 6 blagues d'affilée qui cassent la salle. Parce que je dois faire un discours. Ton père est décédé cet été. Oui, mon père est mort en avril. En avril, là, 2005, là. Et voilà. Et je suis allé l'enterrer là, à l'instant où on parle, ça fait à peine 5-6 mois que mon père est décédé. Et ça arrive en pleine saison. Et j'ai annulé aucune date. Je suis allé enterrer mon père, j'ai continué de jouer. Et quand je vais enterrer mon père, c'était une personnalité politique, donc il y avait 1200 gus à l'enterrement, dont plein de prêtres qui se sont dit c'est l'occasion pour nous de faire la messe de l'année, tu vois. Et donc t'as un prêtre qui est là et qui parle. Et en fait, le mec, il parle pas un mot d'anglais, mais il se dit bon, il y a quand même 1200 personnes, il faut que je montre que je suis un peu bilingue. Donc là, il se lance et c'est catastrophique, quoi. For us to kiss together, brothers and sisters. Et je note, je fais ok, lui, il est chaud. Et après, c'est à moi de parler. Et donc, je commence par dire un peu l'incantation qui vient avec mon nom de famille. Chez nous, on dit Zangbidi Tekbe Aoulé Magnon Doulegba Okiakia. Après, je dis aux gens, bon, désolé parce que ma maîtrise n'est pas folle, mais je pense qu'elle est au même niveau que ce monsieur qui a essayé de parler anglais tout à l'heure. Et donc là, la salle, ce qu'on appelle une blague de contexte, tu vois. C'est ce qui s'est passé. C'est le plus fort en humour. En humour, un truc qui s'est passé avant. Ouais, le plus fort, c'est la blague de contexte. Une blague qui est dans le contexte dans lequel vous êtes, qui est créée que là, pour là. Quand c'est bien fait, ça c'est... Mais ça, tu t'avais prévu, ça, du coup? Non, mais comme je suis expérimenté, quand je le vois, t'as le réflexe tout de suite. Je me dis, ça c'est pas mal, tu vois. Et donc, quand j'y vais, ben, je commence par le sacrifier au dieu Odin avant de faire mon discours. Je l'égorge chez l'hôtel de la honte sans pitié, quoi. Je le prends, je le finis, le prêtre, quoi. Le mec, je le sacrifie. Donc, les gens, ils sont morts de rire. Et je dis pareil, j'ai fait 5 messes depuis le début de la semaine. Autant vous dire que je suis pas au courant s'ils ont insulté mon père. Donc, les gens. Puis, comme c'est un peu un contexte de tension à l'enterrement, donc les gens ont authentiquement à rire parce que ça leur faisait du bien. Ouais, ça fait du bien de rire. Ouais, donc j'ai fait un 5 minutes à l'enterrement de mon père. J'ai fait un gros 5 minutes, hein. Incroyable. Ah ouais, après j'ai parlé. Mais t'arrivais à faire des blagues? J'ai fait des blagues parce que l'humour a toujours été en Afrique, en tout cas, une façon d'exorciser. Je pense que c'est aussi le cas en Europe. Mais moi, nos parents nous cognaient beaucoup quand on était enfant. Et souvent, quand on était enfant, on se foutait de la gueule du mec qui venait de se faire frapper par le père. Et nous, ça nous permettait de rigoler, de passer un peu à autre chose. J'ai toujours utilisé l'humour comme façon de mettre un peu à distance l'émotion. Tu comprends? Parce qu'elle est là, l'émotion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je chiale devant un micro? Ou non? On vient d'une éducation où on est un peu digne, on prend un peu sur nous. Tu peux être digne et puis être triste. Je suis triste, mon frère, mais ça veut dire quoi? Pas besoin de faire ce que je voulais vous dire depuis le début. Non! Faut rester un peu stoïque, justement, tu vois, un peu digne, et dire, voilà qui était mon père. On s'est pas toujours bien entendu, mais comme c'est un hommage, je vais vous dire ce que j'aimais chez mon père. Donc je commence par plein de blagues, et après je dis, voilà les qualités que j'aimais chez mon père, repose en paix, tu vas me manquer, c'était mon père. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'était mon père. Et je peux te dire que perdre un père, t'as le sentiment qu'on te coupe quand même de quelque chose d'important. Même si tu le voyais pas souvent. Oui. Mais quand tu perds ton père, tu te dis, j'étais en tournée,
On m'a dit qu'il était malade. On avait commencé à se reparler un peu, hein, mais un peu seulement. On commençait à renouer un peu, parce qu'avec mon succès après, il m'a réécrit. Quand il a su que j'allais faire le Grand Rex, par exemple, mon père, il m'a écrit pour me dire qu'il était fier de moi. Il a eu l'occasion de le faire. On a commencé à parler. Il était malade. Donc, je payais, comme font beaucoup d'Africains ici, je payais pour les soins de mon père au pays. Je lui ai envoyé une machine pour respirer, parce qu'il avait une fibrose, je crois, au poumon et tout. Donc, je lui ai envoyé une machine pour qu'il puisse respirer correctement et tout. Et il était malade. Moi, j'étais en tournée à l'époque, à Marseille. Je sais qu'il est malade, donc je prépare ce qu'on appelle une évacuation sanitaire. En gros, tu affrètes une sorte de place dans l'avion pour qu'on puisse l'amener ici et le soigner plus efficacement, parce qu'au Bénin, c'est pas ouf. Sanitairement, on est un peu en insécurité. Donc, je voulais l'amener ici pour le faire soigner. Après, on me dit, il perd ses jambes. Donc, je dis, bon, ok, là, je connais le gars. C'est un gars très fier. Donc, je me dis, s'il n'arrive pas à marcher, il va pas trop se battre, quoi. Tu vois, il va se laisser partir. Donc, je me dis, il faut que je prenne l'avion et que j'y aille. Je fais mon sac. Et quand je vais à l'aéroport, on m'appelle, on me dit, il est mort. Avant que tu partes. Ouais, on me dit, il est mort. Donc là, t'as beaucoup de regrets parce que pendant 14 ans, on ne s'est pas adressé la parole. Oh, Ouais, pendant 14 piges, on ne s'est pas adressé la parole. Et tu te dis, quand même, c'est 14 piges. c'est long, ouais. 14 piges où on aurait pu faire quelque chose, quand même, tu vois. C'est comme ça. Hein. T'as eu le temps de lui parler, tu disais, t'as renoué un peu le contact, t'as eu le temps de lui parler un peu avant qu'il parte? Ouais, je lui ai parlé un peu, mais on a perdu beaucoup de temps. Il y a des moments qu'on n'a pas vécu. Mais tu vois, mon père, quand j'ai commencé à être dans ce milieu, à réussir, et qu'on a commencé à un peu mal parler de moi dans mon dos, me vanter un peu des histoires, j'ai eu l'occasion de parler à mon père. Je lui ai dit, mais comment t'as géré, toi, la diffamation, les histoires dans le dos, les mensonges? Parce que nous, dans notre milieu, quand on n'aime pas quelqu'un, faut préciser aux gens, quand on n'aime pas quelqu'un dans notre milieu, on lui invente une histoire. Voilà, on crée un contexte pour lui chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Quand on n'aime pas quelqu'un, on s'en prend directement à son image pour pouvoir mettre un point d'arrêt à son évolution, à son parcours, à sa carrière. J'ai appelé mon père pour savoir comment il gérait ça. Il m'a dit, écoute, faut même pas leur répondre. Leur répondre et se mettre à leur niveau. Ils font ça parce que tu as un truc en plus que eux. Et donc, assure-toi toujours d'avoir ce truc en plus. Point. Voilà. Donc, il m'a donné beaucoup de conseils utiles comme ça. Il m'a appris à garder une stature, à rester digne et à rester courageux dans l'effort. Donc ça, c'est un truc que je tiens de mon père. Quoi qu'il arrive, on continue d'avancer, on fait ce qu'on a à faire, on se plaint pas trop, parce que se plaindre ne va pas changer la situation, en fait. Ça va pas la changer. Tu vois? Dire, et donc, ça sert à rien de faire ça. Tu vois, je comprends l'idée de le faire. Et tu disais, quand tu fais une échappée cycliste, tu sais, quand tu dans fais ce une échappée, métier, il faut quelque chose pour rattraper le gars. Oui, en fait, les gens se posent souvent la question du pourquoi de la critique. Tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce mec-là, il parle de moi? Écris ton sketch. Fais ta live. Tu vois? Pourquoi tu parles de moi? Parce que lui, il n'a pas les moyens de briller par un sketch comme toi. Et donc, la seule chose qui donne souvent aux gens qui vous critiquent le sentiment d'exister, c'est parce que quand ils parlent de vous, on les calcule. S'il vient, il dit j'ai un nouveau sketch, on ne le calcule pas. Par contre, s'il dit j'ai bien connu Edgar Rive, on lui peut y arroser, on veut savoir. Alors, on veut savoir ce que j'appelle le FC Rosé. Ceux qui se mettent à table en terrasse, là, le FC Rosé, ils boivent des coups et ils disent tous qui est bien, qui est pas bien, qui est mauvais, qui est Ils jugent cool. tout le monde. Ils jugent tout le monde. Et bien, ces gens-là, ils ont cela de particulier que tu les laisses à une table en train de boire du rosé. Tu vas faire le tour du monde, te développer, tu reviens, ils sont à la même table, ils boivent le même rosé et ils disent de la même merde. C'est juste les blagues qui ont un peu changé, tu vois. C'est plus Michel, mais maintenant Émilie qui se la raconte à la compta. C'est toujours comme ça. Et cela, il faut faire avec eux. D'ailleurs, quand on arrive à faire avec eux, on finit par s'en amuser parce que c'est souvent des authentiques losers. C'est souvent des gens qui ont cela de loser que quand tu les laisses et que tu reviens, ils sont au même point que où tu les as laissés, quoi. Ils n'ont pas bougé véritablement, quoi, tu vois. Moi, c'est des histoires de mecs, on me dit, ouais, il était bourré, il a failli se battre avec un clochard de la ouais, il est dans le dur. Bon, moi, je vais tourner à l'approcher, j'enchaîne. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, salut Bordeaux, ça va, j'ai rien entendu. Tu t'enchaînes, quoi. Il faut toujours réagir à la critique de manière jordanesque. Jordan, c'était un mec, quand on le critiquait, il mettait 40 points dans le match. Ou 60 pour bien te faire chier. Je suis un mec comme ça. Tu me critiques, moi je continue, j'évolue. Mais c'est vrai que dans ce métier, ils sont durs. Ils sont durs parce que c'est un boulot de frustration, l'humour. Oh, tu vas être bon, tu vas dire pourquoi ils prennent un tel en télé et pas moi. J'ai pourtant le niveau pour faire l'ego, l'émission. c'est dur, J'ai le niveau, pourquoi ils prennent ce connard là au Marrakech du riz et pas moi, tu vois. Mais il faut arriver à dire non, c'est pas grave, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que je fasse des bons sketchs et que je les poste et de te dire, j'ai confiance que tôt ou tard, ça va passer. Et ça prend comment? Alors tu dis tu fais des salles de 80 personnes, on s'arrêtait là. Après comment ça explose? Ben, ça explose avec mon sketch sur la corruption, où là je commence à vraiment faire des grosses jauges. C'est quoi les grosses jauges? Grosses jauges, je fais à l'époque la 100 places du point-virgule 2-3 fois par semaine, du petit point-virgule. Après, il y a un producteur, Comte de Boudawala, qui va venir me voir et je vais devoir aller je vais chez lui au République. Et là, je commence à remplir la 500 places. Plusieurs fois par semaine. Donc, je vais arriver à un niveau où je fais 1000, 1500 dans la même semaine, tu vois. Après, je vais m'engueuler avec lui. Pareil, procès. Et au terme de ce procès-là, j'arrive à casser mon contrat, à me libérer. Cette fois-ci, j'ai fini avec les prods. J'en ai marre. Tu sais, parce qu'en fait, en humour, tu bosses. Et quand tu deviens bon, tu te dis, maintenant, il faut que le monde soit au courant. Parce que si je suis bon que dans ma salle de bain, ça me fait une belle jambe. Et c'est là qu'il y a un génie qui apparaît un soir qui te fait, super. Super. J'ai vu là tout, l'énergie, l'atmosphère. C'est top. Tu connais Samantha? Samantha. Kevin.
On va faire de grandes choses. Pour toi, je vois pas seulement l'Afrique. C'est évident, mais je vois aussi le Japon. Au bout de quelques mois, tu réalises que tu es beaucoup plus près de Saint-Denis-la-Chevasse que de Tokyo. Tu finis par te dire, bah, je retire mes fesses de l'opération, tu vois, c'est normal. Tu te dis, je vais éviter de faire ça. Ah, t'as plein de mecs un peu véreux qui te proposent des... Ça passe souvent, pour les petits jeunes artistes qui nous regardent, ça passe souvent par les faux frais. Alors souvent, ils vont te dire, bah, je te loue une salle, on augmente le prix de la location par rapport au prix réel, on te met un caméraman, on te dit, bah, le caméraman, c'est 2 000 €, tu dis, bah, à ce tarif-là, moi, je vais filmer moi-même, hein, tu vois. Pareil, on te met un régisseur, on te dit, bah, c'est 1 000 €, tu dis, mais les boutons, ils sont pas en diamant, frérot, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu finis par esquiver un peu ça fait partie des petits Tu comprends trucs. le métier, quoi. Oui. Tu comprends comment ça marche? Je comprends ça. Je dis, ok, donc maintenant, il faut que je trouve une solution adaptée pour m'en sortir. On définit en philosophie l'intelligence comme la faculté d'adaptation à toute situation nouvelle. Et à contrario, on définit la folie comme faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Ce qui est assez intéressant comme définition de la folie, parce que c'est vraiment ça, finalement. Donc je me dis, non, je m'adapte, je trouve autre chose. Et je trouve un gars, Laurent Beltrando, que je prends en prod exécutif. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle les théâtres, il book les shows pour moi, et moi je le paye à l'année, un pourcentage de ce que je gagne, et je commence à récupérer authentiquement les fonds que je génère. Et là, ma vie change sur le plan financier notamment. Je passe de l'électron à la black card, direct. Ah ouais? Cash. Y a pas de... Je commence à prendre les fonds que je génère, en fait, quoi. Je paye des gens, je suis plus l'employé de personne, finalement, je paye des gens, et j'avance. Et c'est évidemment les Français qui m'aident à acheter les cordons bleus maison. Et là, tu peux louer un vrai appartement? Et là, je loue un vrai appart. Je loue un vrai appart, d'abord à Oberkampf et après un peu plus loin, là, dans le 10e. Et maintenant, je suis bien, voilà, j'ai mon petit appart que je paye avec l'argent des blagues. Putain. Et j'avais noté, tu disais que vraiment, tu n'as aucun pote dans le milieu de l'humour. Ça m'avait marqué. Parce que souvent, il y a des bandes, en fait, d'humoristes, tu vois, ou on va dire des familles, il y en a qui disent ça, des familles d'humoristes. Oui, l'humour, c'est quelque chose c'est très de caste. Il y a pas mal de caste dans l'humour. Moi, j'ai aucun pote dans le milieu de l'humour. Pour la raison que je t'ai évoquée, c'est tous et toutes des authentiques connards et connasses. C'est des gens qui sont capables, au nom de leur frustration de ne pas avoir percé, et toi, oui, d'aller très loin. C'est très, très loin. J'ai vu des gens pouvoir raconter des authentiques mensonges d'élite sur les gens, tu vois. Et dans ton domaine, c'est le cas aussi. Dans plein de domaines, c'est le cas. Bon, l'être humain est mauvais par nature, je te l'ai déjà dit. Et ils vont très loin. Ils ne jouent pas à la régulière. Et donc, beaucoup de gens qui arrivent dans mon milieu s'isolent. Hein. Parce que tu dis, moi, mais il y a plein de gens qui le disent pas comme je le dis, mais qui sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils viennent te serrer la paluche, mais tranquille, quoi, tu vois. Ils rigolent avec toi, mais ils savent quitter dans le fond. Moi, je suis pas hypocrite. Juste, je le dis, je suis pas pote avec eux. Je viens, je parle, je dis bonjour, je suis correct, je joue, je rentre chez moi. Voilà. Il n'y en a aucun et qui tu t'es dit, tiens, lui, c'est un bon. Il n'y en a aucun. Si, lui, c'est un bon, ça veut pas dire on est potes. Oui, bien sûr. C'est différent. Parce que être pote, ça veut dire j'ai une galère à 4h du matin, je t'appelle, frérot. Bon, ben là, non, il n'y en a aucun dans ce milieu avec qui je fais ça. Par contre, il y en a des sympas, oui, avec qui c'est sympa de traîner dans la loge, on passe un bon moment, après on va tester nos blagues et chacun rentre chez lui. C'est un boulot, hein. C'est un boulot qui ressemble au début quand t'arrives à une colonie de vacances. Parce qu'on joue en comédie club, on boit des coups, on ken, on fume, on se drogue. Donc on croit que c'est bien, quoi, la bohème et tout. Mais c'est pas la vraie vie. C'est un boulot, faut arriver, faut jouer. Il y a un équilibre en dehors. Tu sais qu'il y en a qui m'ont fait des sales coups, etc. C'est quoi un sale coup dans le métier? Sans donner de nom, j'en fous. C'est juste pour comprendre un sale coup, c'est quoi? Ben, un sale coup, ça va essayer de déprécier ton image auprès soit d'un tourneur. Tu vois, imagine, il y a un gars qui a un théâtre qui veut qu'on vienne jouer dans le théâtre. Il y a un mec qui va dire ouais, moi je le connais, j'ai pas d'éléments, mais je trouve quand même que ses discours sont quand même plutôt haineux. Je sais pas comment il est par rapport aux femmes, mais quand même, je trouve que c'est un peu limite. J'ai pas d'éléments. Non mais j'ai pas les éléments. Mais je trouve quand même que c'est un peu limite. J'ai parlé avec lui à l'apéro Israël-Palestine, c'est un peu chaud aussi. Voilà. Moi par contre, je suis disponible. Et je suis prêt à jouer, tu vois, c'est souvent des... Voilà, et ça, c'est un sale coup. Ça, c'est un sale coup. Il y en a qui vont pas à la régulière, il y en a plein qui font ça. Il y en a plein. On a eu le mouvement MeToo dans notre milieu, qui est un mouvement, moi, qui me pose pas de problème. Hein. Je pense même que la racine est bonne, la base est bonne, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui, parfois, instrumentalisent des combats qui sont des combats nobles, soit comme outil de promotion pour eux, soit comme vecteur pour défouler un peu leur colère. Et je trouve que ça, on le dit pas assez. Alors, c'est pas le principal du combat. Hein. Je sais qu'il y a d'authentiques victimes. Je sors avec des victimes. J'ai des victimes dans ma famille, donc je sais ce que c'est. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas les gens qui s'en servent comme outil pour décrédibiliser ou disqualifier quiconque ose leur contrevenir ou ne pas être d'accord avec. Parce que maintenant, on ne peut plus être pas d'accord. Forcément pas d'accord et misogyne, pas d'accord et ceci, pas d'accord et cela. Moi, je suis pour la nuance, je pense que c'est important. Et comme on est dans un monde vachement émotif... Il n'y a peu de nuance du tout, ouais. Ça, c'est sûr qu'il y a peu de nuance. Dès que quelqu'un allume un feu quelque part, ça prend en gros. C'est vrai ou pas? Tu peux allumer un feu maintenant sur Internet. Hein. On voit bien... y a, encore une fois, je répète, parce qu'on veut toujours t'emmener là où tu ne veux pas aller. Il y a de vraies victimes.
Tu comprends? Mais il y a aussi des gens qui n'en sont pas et qui s'en servent comme outil promotionnel, il faut le dire. Et voilà, c'est ce que j'appelle les authentiques sales coups. J'en ai connu, ça me dérange pas. Moi, il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien à dire sur moi. Donc, ça reste au stade de rumeur. Mais on sait comment sont les gens. Voilà. Tout le monde ici sait que c'est vrai ce que je te dis là. Tous ceux qui sont dans mon milieu savent que c'est vrai. Ils me féliciteront en off, mais jamais en médias. Voilà. Sauf que moi, je le dis, c'est tout. Moi, je suis un mec qui le dit. Tu vois, je sais qu'il y a des vrais connards et qu'il y a des vrais connasses. Des vrais de vrais. Et donc... il faut faire quoi alors pour... Se tenir à distance. Il faut se tenir à distance. Il ne faut plus donner aux gens l'occasion de pouvoir raconter une histoire sur toi. C'est la raison pour laquelle on est à distance. Tes potes sont en dehors du milieu. Tu minimises les risques. Mes potes sont en dehors du milieu, moi. Je suis allé renouer avec des vieux potes de fac, frérot, que j'avais mis sur le côté parce que, justement, j'étais en train de faire ma carrière. Et ben justement, je les ai retrouvés en mode, je me suis perdu, reprenez-moi au barbecue, quoi. Ah oui? Oui. J'ai fait mon mea culpa. Dans quel sens tu veux dire que t'as pris un peu la grosse tête à un moment donné? Non, pas la grosse tête, mais c'est qu'en fait, c'est tellement un boulot prenant. T'arrives en comédie club, tu joues de 15h à minuit tu te bourres la gueule dans le comédie club, tu vois? Tu couches avec une fille que t'avais croisée sur Bumble, tu finis dans son pieu éclaté avec ton joint jusqu'à 7h, tu dors et tu repars en comédie club. Donc c'est une vie où il n'y a pas la place à ce moment-là pour les potes, et j'étais à fond de moi, il n'y avait que ça. Et maintenant, quand j'ai percé un peu plus, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, mais voilà, maintenant il faut que je me protège, et me protéger voulant dire me tenir hors de portée du champ d'action des psychopathes et des authentiques malades, et ça passe par le fait d'avoir des potes en dehors. Tu peux leur donner de grain à moudre sur toi? Plus rien. Ouais. Je suis poli, on se voit, on dit bonjour, mais on traîne pas ensemble. Je veux être seul en loge avec personne, je suis avec des... Ah oui, attention à ça, oui. Ah, moi, je fais attention maintenant. Si je suis en loge et qu'il n'y a que un type de personne dans la loge, je quitte la loge. Ah oui? Bien sûr. C'est mon système de sécurité. On te reproche. C'est mon système de sécurité à moi. Parce que pour moi, c'est l'authentique taré. Donc, du coup, je me tiens à distance d'authentique taré. Voilà, c'est mon avis. Incroyable. Ah oui, je reste à distance maintenant. Prends plus l'ascenseur, par exemple, avec quelqu'un. C'était seul à seul. Il y en a qui font ça là, aux États-Unis, par exemple, il y en a plein qui font ça. Ouais, les grands patrons prennent plus. Moi, j'ai pas eu à prendre l'ascenseur, mais c'est sûr que je prends beaucoup de précautions, quoi. Voilà, je fais attention parce que je sais comment sont les humains. Voilà. Il y en a qui disent mais ils n'ont pas de raison de mentir. Ouais. Bon. Et en tout cas, je connais les humains, donc je me tiens à distance. Donc tu fais attention. Ouais. Tout en ayant bien à l'esprit qu'il y a de vraies victimes, que la charge de la preuve est très difficile pour les femmes, voilà. Et puis j'ai pas envie de faire une fixette sur elles non plus. Mais voilà, je me tiens à distance parce qu'il y a pas que ça. Hein. Il y a aussi ton pote avec qui tu as démarré, qui te dira, quand on invente une rumeur sur toi, qui te dira au palais d'Edgar Rive, je l'ai bien connu. Et je vous le dis tout de suite, il l'a tué. Elle a encore envie? Ah merde, tu vois, c'est... Voilà, les humains, quoi. Tu comprends? Et un bon moyen de les gérer, c'est de rester à bonne distance. Moi, je suis à bonne distance d'eux. Je sais qui je suis. Je sais que mon cœur est juste, que je suis quelqu'un de noble. Ça se voit quand on voit mes interviews, quand on me voit. On voit que je suis quelqu'un d'entier et que je peux pas tricher, moi, comme type. Donc, je sais qui je suis. Mais je me tiens à bonne distance. Je performe maintenant avec mes sketchs que je mets sur les réseaux. Je fais des podcasts et ça m'aide à faire ma promotion. Et voilà. D'ailleurs, encore une fois, je te redis, il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils percent, se tiennent à distance. Si tu regardes bien, ils déménagent, ils vont en banlieue, ils ont une maison, ils font une famille, et puis ça leur va très bien comme ça. Mais ils traînent peu avec les humoristes, parce que c'est un milieu de fils de... Tout le monde le sait. Voilà. Ton domaine aussi, hein. Dans ton domaine aussi, quand on n'aime pas quelqu'un, on lui fait une histoire. Ouais. Ben voilà. Et donc, on vit dans un monde où, plus que jamais, tout en ayant à l'idée qu'il y a de vraies victimes, il faut se concentrer quand même sur les faits. Pas sur le feeling. Oui, parce que les gens, ils confondent aujourd'hui deux choses. Ils confondent l'offense, le fait d'être vexé, et un préjudice, qui est une vraie atteinte à ton intégrité en tant que personne. Tu comprends? Et dans un monde émotif, les gens ont érigé l'offense au stade de préjudice. Sauf que non, mec, t'es juste offensé. T'es vexé pour un problème, tu peux être vexé. Mais c'est pas parce que t'es vexé que j'ai plus le droit de travailler, moi. Je sais pas si tu comprends. On est arrivé à un niveau où on doit réexpliquer ça quand même. Ce qui veut quand même dire qu'en tant que société, on a régressé intellectuellement. S'il faut expliquer à quelqu'un qu'on ne se fait pas justice soi-même, putain, ferme les yeux, imagine un monde où tout le monde se rend justice. Tu sens l'odeur des immeubles qui brûlent. Il y a un film, hein, c'est American Nightmare, frérot, où les mecs ne s'entraînent plus que pour le jour où ils ont le droit de buter leur prochain. C'est fou. Mais parce que les humains sont des primates. C'est la purge, le film. Oui, mec, nous sommes des primates. Si tu nous enlèves l'éducation, on fait du sale. Donc, la loi sert à ça. La loi sert à protéger les gens des mauvaises intentions des uns et des autres. Mais maintenant, on rentre dans une sorte de fanatisme. On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mauvais. Si, il y a des mauvaises femmes et des mauvais hommes. Bien sûr que oui. Tout le monde n'est pas tout blanc, non. tout noir, oui. gris. Il y a des mauvais, il faut le dire. Pourquoi on ne peut plus dire ça? Moi, je le dis, je signe. Il y a des authentiques connasses.
Voilà. Et des authentiques connards. Et c'est pour ça qu'on a, nous, parfois reçu, au début, ça a été difficile, parfois, pour certaines personnes, d'accepter ça, qu'on reçove des gens qui ont fait des braquages, des gens qui ont tué des gens, etc. Mais c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être méchants. Et pour pas faire croire à tout le monde qu'il y a que des gentils sur Terre. Non, Parce qu'il y a pas c'est que faux. des gentils. Oui. Il y a des méchants, il y a des Oui, mais mauvais humains. on est dans un truc de paillettes qui est en train de disparaître. Oui, on aujourd'hui. veut nous faire croire que, voilà, non, c'est pas comme ça. C'est ça le problème quand on veut un peu infantiliser, hystériser le débat ou faire croire que tout le monde est beau et les gentils. C'est pas faux, c'est pas vrai que tout le monde est beau et les gentils. C'est pas vrai ça. C'est pas la vraie vie. En tout cas, c'est pas le monde et les Dans humains lequel que on moi vit, je connais. Moi, c'est faux. Donc, pardon de rappeler froidement la réalité, mais il est important de aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, de se concentrer sur les faits. C'est quoi les faits? Voilà. Est-ce que, suite au décès de ton papa, est-ce que tu fais attention à moins rester fâché avec les gens? Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? C'est sûr que quand mon père est mort, je me suis demandé si ça valait bien le coup, tout ce qu'on a vécu. Je me souviens que mon père m'avait dit, sur la fin, il m'avait dit, nous sommes des hommes de décision, donc on ne revient jamais en arrière. Il y a quelque chose de sacré, là d'où je viens, dans le fait de tenir sa parole, son engagement, même quand il est négatif chez nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On estime que, à la fin, ta fierté est tout ce qui te reste. Tu comprends? Donc je viens de quelque part où quand tu dis un truc, c'est important de tenir ce que tu dis. Surtout quand tu fais un statement du style, je te parle plus là. Ça, il faut... Tu vois? Est-ce que c'est bien? Sûrement pas. Mais ça nous apprend à aller au bout de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Tu comprends? C'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Avec mon père, je me suis dit, putain, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de temps? Est-ce que c'est pas un peu abusé ce qui s'est passé et tout? J'ai eu évidemment beaucoup de regrets. Après, je me suis rappelé que bon, il m'a foutu dehors et que donc forcément, j'avais pas envie de lui téléphoner sur le coup. Excuse-moi, hein, mais j'ai beau refaire le match dans tous les sens. Et voilà. Et lui, il faisait le gars pater familias en mode, c'est à toi de t'excuser et pas moi. Donc on a perdu beaucoup de temps. Il a fini par faire le premier pas, ce qui pour moi était obligatoire. Moi, jamais spontanément, je l'aurais fait. Hein. Jamais. Hein. Parce que pour moi, c'est un attentat. Même 14 ans plus tard. Non, pour moi, me foutre dehors, frérot, c'est essayer de me buter. Hein. Ici, il m'arrivait des trucs moches. Hein. Donc forcément, j'avais pas envie d'appeler mon père. Hein. Parce que je me disais, même pour m'apprendre une leçon, c'est un peu rude quand même. Même pour m'enseigner quelque chose, c'est un peu rude. Donc je voulais pas faire marcher en arrière. Donc on a perdu beaucoup de temps. Moi, je dirais, ce que j'ai dit il y a quelques temps, je pense que aujourd'hui, quand on est fâché avec quelqu'un, ça doit vouloir dire quand on est adulte, que si durant la fâcherie, la personne meurt, t'es OK avec ça. Si t'es pas capable de tenir ça, passe un coup de fil. C'est simple. Qu'est-ce que tu pardonnes pas, toi? Moi, je pardonne pas la trahison et la déloyauté. Pour une raison simple. Je suis un garçon extrêmement généreux, moi. Je suis un garçon extrêmement généreux et gentil avec les gens. Et donc, quand on me trahit, j'estime qu'on s'est foutu de ma gueule. Et comme je suis quelqu'un de fier et un homme de décision, je reviens rarement en arrière. Et même s'il y a des authentiques excuses, j'accepte, je pardonne. Mais c'est bien si tu restes à distance quand même, quoi, tu vois. Je suis fâché avec ma sœur encore aujourd'hui. J'aurais pu me dire à la mort de mon père, bon ben j'arrête de me fâcher avec elle, je passe à autre chose. Non, je suis encore fâché. Parce qu'on est comme ça. On apprend soit rien, soit on reste comme on est. Ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mauvais. Mais j'estime que c'est pas quelqu'un avec qui je peux parler. Et donc du coup, je reste comme ça. Tu as dit tout à l'heure qu'à l'enterrement de ton père, on a essayé de te prendre de l'argent. Tu dis qu'il y avait tous les moyens étaient bons au Bénin pour prendre de l'argent. Ouais. C'est quoi, par exemple? Comment on peut te prendre de l'argent? Ben, par exemple, t'es en train de préparer la cérémonie de ton père, et un mec qui vient te voir et qui te dit est-ce que tu as pris quelques dispositions pour arrêter la pluie le jour de la cérémonie? Comme toi. Je dis pardon? Il dit oui, il faut arrêter. Tu dis combien? Tu dis 1200 balles. Tu dis pour arrêter la pluie? Il dit oui, tu dis. En vrai, le vieux avec une piscine, hein, donc il est mélo quand même, quoi. C'était le premier noir à avoir une piscine dans le quartier, il était quand même bien. Mais c'est que j'ai quand même payé. Hein. J'ai payé. Non, c'est vrai? Ouais, c'est la tradition, j'ai dû négocier. J'ai payé 600 balles pour arrêter la pluie. Et le jour de l'enterrement de mon père, figure-toi, hein, qu'il pleuvait un peu. Pas beaucoup, mais assez pour me rappeler mes 600 balles quand même. Donc je vais voir l'oncle là, en mode Ah, c'est un oncle? oui. Ah, c'est tout le monde, hein. Ah, ça prend l'argent de la Oui, dans tous les coups, dans tous les sens, bien sûr. Et je vais le voir en mode, tu rembourses du coup. Et il me regarde, il vient me voir, il me fait le summum du kilo, il me dit, eh ouais, tu imagines quand même comment il aurait plu si on n'avait pas bloqué un minimum quand même. Je crois pas. Mais je te jure. Et après, on se demande pourquoi je fais du stand-up, frérot. Tiens, on me demande pourquoi je suis stand-upper. Ça paraît évident. C'est des génies. T'as un mec qui vient, il te dit, Yvan, ton père m'a confié un secret. Mais le secret est à la montagne. Donc il faut que tu me payes l'argent du transport pour aller chercher le secret. Incroyable. Ouais, on dirait bien que je saurais jamais ce qu'il voulait dire. Du coup, il dit, non, mais c'est des génies. Ça, j'ai trouvé ça authentiquement fou. Dans mon village, à Domain, chez les Goûts de Porto-Novo, ils considèrent, donc c'est une règle qu'ils ont inventée, que quand un homme meurt après 70 ans, c'est du plus.
Il paraît que c'est dans la Bible aussi, il faudrait vérifier. C'est-à-dire quoi, du plus? C'est-à-dire qu'il a bien vécu déjà. 70, pour eux, t'as déjà hyper bien vécu. Et il paraît que c'est aussi dans la Bible. Faudrait vérifier. Okay. Mais on m'a dit que c'est aussi dans la Bible, qu'après 70, c'est du bonus selon Dieu et selon eux aussi. Donc, comme mon père est mort à 72, j'étais censé organiser une belle fête. Donc là, 4 moutons, 4 bœufs, vodka, champagne, DJ. Tu dis putain. Une fête Ah ouais, donc tu dis putain, pour moi, la mort de mon père, c'est un événement triste. Mais pour eux, ça annonce juste un barbecue. Hein. C'est vraiment la dispo, on met les merguez. Et c'est une culture différente de la culture européenne. Y a les gens vivent quand même vieux là-bas. Mon père, il abusait niveau alimentation, donc du coup, il est parti pour des tonnes de conneries. Mais en général, ils vivent vieux parce que les vieux ont un rôle dans la société jusqu'au bout. Ils ont un rôle de transmission de l'éducation jusqu'au bout. Donc souvent, ils sont enterrés dans un caveau familial, dans le village. Les enfants jouent au foot près de la tombe. Il y a un côté où on est très ensemble. Il n'y a pas de notion d'EHPAD là-bas. Il n'y a pas ça. Ah oui, tu vois pas tes aînés. Non, il n'y a pas ça. C'est à toi de rembourser un peu ton père en le prenant chez toi parce que lui aussi, il t'a pris chez lui. Donc c'est à ton tour, quand il est vieux, de l'aider. Ouais. C'est un peu la belle chanson de James Blunt, la Monsters, qu'il a fait pour son père, là, où il dit en anglais « It's my time to chase the monsters away ». C'est mon tour de chasser les monstres. Tu peux maintenant fermer les yeux. C'est à mon tour de chasser les monstres. Et je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique, ouais, c'est comme ça chez nous. Est-ce qu'il y a eu des moments, on parle un peu de paranormal, là, tu sais, la pluie, enfin, c'est paranormal pour un Français. Tu me dis ça, on va arrêter la pluie, je vais te dire, ça n'existe pas. Ouais. Est-ce que tu as vécu un truc paranormal? Est-ce que tu crois à ça? Tu parlais tout à l'heure de culture. Oui, moi, je sais que... Vaudou, pardon. Oui, vaudou. Moi, j'ai des potes qui m'ont raconté. Ils m'ont dit, mon gâteau, l'histoire de la pluie, là, il faut bien dire aux Blancs, quand tu en parles, que ça marche, hein. On dit, il faut leur dire, parce que moi, ce que je te dis là, sur la pluie, je l'ai mis dans mon sketch en stand-up. Donc, c'est pas encore connu. Je le rôde en secret en comédie club, tu vois. Je le mets là dans ton truc, mais je le rôde pour mon spectacle. Donc, il y a un pote qui m'a dit, mais dis-leur la vérité que ça marche. Il m'a expliqué que lui, un jour, il a dit, mais non, je paye pas. Qu'il avait un événement, c'était un Diamant Noir, Amir Ali, s'il nous regarde, shout out à lui, qui est un rappeur béninois, donc il rappe au Bénin. On lui a dit que pour son concert, il fallait que il paye pour qu'il pleuve pas lors de l'événement. Il leur a dit, bah non, rien à foutre, je préfère qu'il pleuve. Effectivement, il me dit que lui, il a plu que sur le carré où lui faisait le concert. Et qui s'est mis sur le côté, il dit mais c'est quand même pas possible. C'est ce que lui il me raconte. Et qu'après il va payer un faiseur de pluie, coupeur de pluie on les appelle, et que le mec en 10 minutes il arrête la pluie. Chez nous il paraît que c'est un authentique vrai business. Faudra quand même que je teste en jouant. Donc à tous les faiseurs de pluie, quand je reviens au Bénin, faites pleuvoir. Je veux voir ce moment. Je veux voir ce moment, parce que moi je donne pas 1 euro, je vous préviens. Il paraît que c'est une vraie histoire. Toi t'as pas d'enfant encore? Non, j'aimerais bien en avoir. C'est vrai que le fait de perdre mon père, ça a créé un besoin d'hérédité très fort chez moi. Ah, c'est vrai. Ah, écoute, quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, oula, là, il n'y a que moi, là, faut que j'en fasse un. Je suis le prochain sur la liste. Ouais. Je me suis dit, je suis le prochain, donc là, il faut que j'en fasse un. Faut que je donne de l'espoir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre fasse mieux que moi. Parce que normalement, ton gosse, il fait un plus par rapport à toi. Pour moi, les enfants incarnent l'espoir. Je me suis dit, il faut que je produise de l'espoir aussi dans ce monde. Il y en a qui se disent, dans ce monde de merde, je ferai pas de gosse. Moi, c'est l'inverse. Dans ce monde de merde, je vais envoyer de l'espoir. Les enfants, ils sont programmés pour faire mieux que nous et résoudre les problèmes qu'on a créés ou qu'on n'a pas réussi à résoudre de notre vivant. Pour moi, c'est eux qui incarnent l'espoir. C'est la suite, quoi. Oui, pour moi, les enfants, ça incarne l'espoir. Si tu nous empêchais de nous reproduire, là, il y aurait vraiment plus d'espoir. Mais tant qu'on peut mettre un coup de bille, on est en sécurité. Le mec qui craque complètement. Tant qu'on peut ken un peu, on est bon. Tu parles de santé mentale dans tes sketchs. C'est un peu un sujet à la mode, la santé mentale. Tout le monde en parle un peu. Comment toi, tu prends soin de ta santé mentale pour être équilibré? Parce que c'est un sujet. Je fais du sport maintenant. Ça me fait du bien parce que arriver à tenir 2 minutes de gainage alors que j'en tenais 30 avant, ça me donne une meilleure estime de moi. Ça me donne le sentiment que je fais des choses pour améliorer ma santé, mon bien-être. Et ça développe ma résilience qui était déjà élevée et ma satisfaction personnelle. Je me tiens beaucoup à distance des gens malveillants. Ça me permet de rester en sécurité. Et quand il m'arrive un truc profondément injuste, je n'en fais pas une fin en soi. Ça ne marque pas un point d'arrêt quand il m'arrive un truc dur. Quand il m'arrive un truc dur, c'est le début de quelque chose. Je dois le transformer en quelque chose de bien pour avoir une authentique victoire sur l'acte malveillant qui aura été posé au départ. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu me trompes, j'en fais un sketch à 6 millions de vues, ok, j'ai le sentiment que j'ai bien résolu le problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis que mon père est corrompu. T'as converti le problème en succès. Ouais. Tu l'as utilisé. Voilà, pour moi, j'ai bien résolu le problème de façon champion. Tu vois ce que je veux dire? Champions League. Tu me dis que mon père est corrompu, je fais ce sketch sur la corruption qui fait des millions, ok, j'ai résolu le problème, tu vois. J'essaye de transformer
les choses mauvaises en opportunité. On s'est moqué de toi sur ton poids. Tu disais Oui, tout à l'heure, beaucoup. mettez ma photo, regardez. J'ai l'impression que ça t'a marqué. Oui, parce qu'on m'a fait beaucoup de remarques. D'abord, au départ, je faisais des sketchs que je postais sur les réseaux. Mais après, j'ai commencé à faire des podcasts, des interviews, en fait, où on pose des questions comme là, où des extraits se retrouvaient sur mes réseaux. Et les humoristes, qui sont toujours aussi bienveillants, ont commencé à dire « Ouais, mais c'est plus un stand-upper, c'est un coach, alors qu'en fait, je donne aucune conférence, aucune formation. Juste, je réponds à une question. Les gens s'en emparent sur TikTok et ils en font des vidéos virales. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas un coach de vie, moi, je suis un humoriste et je fais bien mon boulot comme ça. Mais encore une fois, on essaie de me décrédibiliser. Et des gens des commentaires méchants. Et des gens écrits en commentaire, des fois, tu ferais mieux d'aller courir, gros lard, au lieu de nous donner ta pensée. Bon, soit peut être considéré comme marrant, hein, moi, ça me dérange pas, mais Ouais, tu te dis, oula. à répétition, ça m'a quand même un peu blessé. Et donc, je me suis dit, Bah, t'imagines, la violence. oui, mais la violence ou pas, frérot, parce qu'en vrai de vrai, quand il réfléchit, moi, le gros que moi j'aime, le gros qui me fait kiffer, moi, c'est le gros qui arrive à la plage, est le premier à enlever le t-shirt et il court comme ça, avec toutes les vagues comme ça, il fait on va faire un volleyball, et il fait le volley et tout. Ce gros-là, il assume d'être gros. Et donc, ça, j'aime. Mais quand être gros a une souffrance, Ah oui. il faut absolument trouver une solution pour. Moi, je me suis dit, par exemple, quand ça m'a fait mal les commentaires, en fait, t'es pas à l'aise avec ton corps. Donc, en fait, c'est un commentaire qui m'a renvoyé face à moi-même, tu vois. Et quand j'ai fait l'introspection, je me suis dit, bon, en vrai, je suis pas... Tu vois, là, j'ai maigri, mais j'ai encore des petits bourrelets, il faut que je bosse un peu. Mais je suis beaucoup mieux qu'avant. Je me préfère comme ça. Pour autant, quand être gros, c'est pas un choix, mais une maladie hormonale ou un truc, bon, ben là, c'est dommage parce que ils vont pas te louper le collège Saint-Pierre, ma grande. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas cool, mais l'être humain, il est comme ça. Tu vois? Je pense qu'il faut arriver à en faire une force. Quand t'as pas le choix, faut te Tu dire... peux te faire harceler à l'école pour ça. Ouais, bien sûr, tu peux. Mais le cyberharcèlement est commun. Hein. Maintenant, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a une capacité à mettre 20 000 commentaires, à aller lui écrire en DM qui est complètement folle. Hein. Les gens, moi, mec, je suis un gars, j'ai au moins 100 DM par jour de mecs qui m'insultent. Hein. Il y a au moins 100 gars par jour qui prennent le temps de me dire, je voulais juste te dire que t'étais un authentique fils de... Allez, bonne soirée à toi. Et c'est tout, hein. C'est tout, hein. Et d'ailleurs, en plus, il y en a, ils sont bons parce qu'ils avancent masqués. Ils te font « Salut Edgar, voilà, je te dérange pas longtemps, je prends un peu de ton temps, juste pour te dire que t'es un authentique connard. Bonne fin de journée à toi. » Et il s'en va, c'est joli parce que c'est masqué, tu vois pas. C'est comme un reverb bien caché, il cache l'amorti. C'est à la fin du message. Il cache l'amorti jusqu'à la fin du geste. Vraiment, l'amorti arrive à la toute fin, quoi. Tu vois, vraiment, tu dis « Bien joué, connard. Petit fils de... Bien joué, bien joué, bien joué. » C'est drôle, moi je regarde beaucoup les commentaires sous les vidéos, c'est mon plaisir, moi j'adore voir ce que vous pensez, c'est important pour moi parce qu'on fait l'émission ensemble pour vous, donc j'aime bien savoir ce que vous avez pensé à la fin de chaque sujet, si ça vous a plu, si vous avez envie d'approfondir le sujet dans une autre émission, donc je regarde. Et parfois il y a des messages méchants, ça arrive, Ouais. nous on a de la chance, on est assez épargnés quand même sur les émissions, mais il y a toujours des messages méchants. Et en fait il y a une nouvelle option sur YouTube, quand tu es le propriétaire de la chaîne, tu peux cliquer sur le message et tu peux voir les autres commentaires que cette personne a mis sur ta chaîne. Oui, c'est vrai, ça en plus. Et en général, tu vois que ce gars-là, le Mais fait qui a que des ça- messages méchants. Voilà. En général, ce gars-là, c'est son sport national. Et c'est ça fou. en revient à ce que je t'avais dit sur les stoïciens de se mettre à l'intérieur de la personne. Ah, purée, lui, il t'aime pas. Et souvent, il n'y a aucun commentaire où il a dit, bon, là, par contre, j'aime bien ce gars. Lui, il est toujours mauvais. Il est toujours mauvais. Donc, moi, quand je te vois pas, c'est OK. Mais quand je te vois, je te bloque et je passe à autre chose dans ma journée. Mais il est mauvais sur. C'est pas la plupart des messages, c'est pas sur moi, on s'en fout, c'est sur les gens que je reçois. Et en fait, il va dire que justement un humoriste est pas drôle, mais après le mec il est pas drôle aussi, l'autre c'est une grosse merde. En Mais fait, il va même a t'en mis vouloir. 80 messages pas Il bien. va même t'en vouloir d'avoir eu l'outrecuidance de le recevoir. Ouais. Oui, mais ça se voit que ce mec-là, on ne doit pas le recevoir. Je pense qu'à l'époque où tu as reçu Ziodo, il y a dû avoir... Je pense que la partie commentaire a dû fumer. Ça a dû complètement Mais flamber. il y en a plein. Bah oui. En fait, c'est que dès que t'es pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi tu l'as reçu Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus ne pas être d'accord. Mais comme je t'ai dit, normalement, la tolérance, le travail de tolérance... Quand tu commences à pas être d'accord. Ouais. Il commence quand on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, excuse-moi, t'as fait quoi comme travail de tolérance, toi? On pense pareil. T'as fait aucun boulot de tolérance. Tu penses différemment de moi, mais si t'es tolérant, on devrait pouvoir boire un café au moins. Ça, c'est important, ça. C'est important. C'est intéressant, ça. Ouais. Écoute, on devrait. En fait, c'est beaucoup aussi à gauche, ça. Hein. Je trouve qu'on critique beaucoup les médias de droite. À raison. Hein. Moi, je suis pas fan de Pascal Pro, CNews. Je comprends qu'on les taxe de racisme, on considère qu'ils incitent à la haine. Je comprends qu'on dit ça. Tu vois, je comprends que les gens disent ça. Chacun a son avis, mais voilà. respectons. Mais voilà, je reconnais le droit à leur existence. Charlie Kirk disait de la C'est merde. pour ça que t'as envie d'aller tirer sur. Ben voilà, j'ai pas envie de prendre la fin et de lui tirer dessus. Et je trouve que si on critique beaucoup les mecs de droite, on critique pas assez la gauche. Parce que je trouve qu'à gauche, finalement, eux, c'est quand même des coquins. Parce que comme ils sont de gauche, à la base, on se dit, ils sont quand même cool. Mais en fait, ils traînent tellement, notamment dans mon milieu, ils traînent tellement entre gens qui pensent pareil, et pas qui valent pareil. Hein. Maintenant, tu penses comme moi, oui, on est potes. Ça se trouve, t'es un gars chelou à la nuit tombée. Mais comme tu penses comme moi, t'es mon pote. Ils sont tellement de gens qui pensent pareil que le jour où ils voient une personne qui pense différemment d'eux, tu vois bien comment ils le gèrent. Hein. Ça devient complètement... Oh, mais comment? Qu'est-ce que vous venez, là? Vous l'avez invité? Ce nazi?
Non, mais il est pas dit, il a dit qu'il fallait que... Non! Il n'a rien dit! Il n'a rien dit du tout. Et c'est comme ça le débat maintenant. Il n'a rien dit du tout. Et si vous voulez le soutenir, vous êtes vous aussi, monsieur. Hein? Alors, c'est comme ça maintenant. Tu Ça vois? monte très vite. Oh là là. Le 0 à 100 monte Oh très là vite. là. Parce que, je te dis, comme on est dans un monde émotif, dans un débat avec un émotif, il va essayer le plus vite possible dans votre discussion de se mettre dans une zone où c'est toi qui l'as agressé et qui lui fait du mal. Et vous allez parler, tu me traites de fils de pute? Non, j'ai pas dit. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, tout de suite, ils vont essayer de caricaturer, de se mettre dans une zone où c'est toi le méchant. Parce que si tu es méchant, ça décrédibilise ton discours. On n'écoute pas quelqu'un qui est misogyne, on n'écoute pas un antisémite, on n'écoute pas un transphobe, on n'écoute pas un méchant, en fait. Donc, le but est de prouver que tu es méchant le plus vite possible. On ne débat donc même plus. Pour ne pas t'écouter. Non, on ne débat, voilà, pour disqualifier le discours. Donc, on ne débat même plus sur les arguments. On essaye de prouver que l'interlocuteur est méchant le plus vite possible. Tu comprends? J'ai plus à me faire chier à répondre par l'argumentation. Parce que de toute façon, René Descartes disait « Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde ». Tu sais, ça c'est une table. Dans la discussion et le débat, celui pour qui le débat va être le plus dur, c'est celui qui veut nous dire que c'est une chaise, ça. Hein. Toi et moi, on aura seulement à répondre quand il aura fini. Moi, je pense que c'est une table. Et lui, il va devoir. Il va passer par un chemin à la fin de laquelle il nous traitera de nazis pour finir par dire que finalement, c'est bien une chaise et non une table. Tu comprends? Maintenant, on ne répond même plus sur l'argumentation. On attaque directement ad hominem parce que si on prouve que t'es pas quelqu'un de bien, alors on n'a plus besoin d'écouter ton discours. C'est classique, hein? Il y a ça dans quoi? Dans le racisme? Souvent, c'est tiens, t'es Bien sûr. raciste, tu dis ça ou t'es. Ouais, bien sûr. Moi, je vais te dire un truc. C'est pas toujours simple d'être noir en France. Pour autant, on ne trouvera aucune vidéo de moi où je le dis. Parce que, même quand c'est vrai, je refuse d'habituer mon cerveau à ce type ce mécanique de défense-là. Je refuse ça. En fait, c'est pas pour autant que on m'a toujours bien traité. Je sais qu'il y a des choses qui sont horribles et faites au nom du racisme. Encore une fois, hein, on est dans un monde où on doit le dire, ça. Ça paraît évident. Mais on est arrivé à un niveau où je dois le dire pour gérer une sensibilité de quelqu'un qui va regarder la vidéo. Mais ça paraît évident que je suis contre le racisme. Quelqu'un qui va peut-être avoir vécu un truc, qui va se dire mais attends, je suis outré parce que moi j'ai vécu ça. Il minimise mon ressenti. Oui, il Maintenant, minimise, voilà, maintenant c'est je le minimise pas ton ressenti, frérot. C'est juste que mon style à moi est différent et j'explique les raisons intellectuelles et rationnelles pour lesquelles mon style est différent. Parce que moi, je considère que ça m'aide pas à avancer de me dire que en 82, j'ai pas été pris dans tel programme parce que j'étais un peu plus bronzé que la moyenne. Qu'est-ce que ça m'avance de faire ça? Le monde, il est comme ça. Donc, je m'y adapte et je passe à autre chose. C'est ça, être intelligent. C'est s'y adapter et passer à autre chose. Moi, je fais mon mieux. Je fais des vidéos où je dénonce tout ce qui me dérange. Je suis aussi maintenant connu pour ça. Donc, a priori, je suis quelqu'un d'engagé, même de militant. Je donne mon avis. Voilà. Mais une fois que je l'ai fait, je passe à autre chose. Hein. Je vais faire un foot, je fais un apéro. Bien sûr. Hein. Je sais pas que ça a branlé, frérot. Ah oui? Une fois que j'ai dit, bon, il déconne. Hein. Bon, allez, ça va un petit coup. Mais après, je vais m'amuser. Tu vois, je passe à autre chose. Oui, t'es pas militant 24h/24. Non, il va te dire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que je connais dans la vie, beaucoup de gens, même dans mon milieu, et je pense que tu en connais, il y a beaucoup de gens qui ont niqué leur existence parce qu'ils ne savent pas vite passer à autre chose. Ils ne savent pas faire ce qu'on appelle laisser couler. Dis bon, c'est bon, ça là, je vais pas mettre toute mon énergie là-dedans. Je passe à autre chose. Parce que souvent, au nom d'une injustice parfois réelle, ils sont en mode non, il faut que je leur prouve, il faut que je leur montre que c'est pas comme ça qu'on fait. Et des fois, ils finissent par passer des années, mon frère, sur un truc là, à faire du surplace pour un truc qui est vrai, mais dont tout le monde se fout, mais littéralement, hein, soyons honnêtes, hein, tout le monde est là. Putain, t'as vu Michel, il est toujours sur le coup, hein, ça devient dur à l'apéro. Il y a toujours un moment où il craque, quoi. Parce que finalement, c'est un truc qui finit par te consumer, par te consumer entièrement. Tu comprends? Il faut dire aux gens que quand tu as subi une injustice, ben, ce qui est encore plus dur, c'est que tu vas quand même devoir avancer, quoi. Ah bon? Ah, c'est pas fini une fois que... Ah non. Ah, il faut que j'avance. Ouais, faut que tu avances. C'est ça, malheureusement, faut le dire aux gens. C'est ça la réalité, quoi. Parce que dans un monde où victime, c'est un statut, souvent les gens pensent que c'est un arrêt au stand, quoi, une fois que c'est établi. Maintenant, il faut... C'est pas conventionnel de dire ça en ce moment. Oui, mais c'est la vérité. Parce que si tu rates ta vie, au nom que t'as souffert et tout, ça t'aura avancé à quoi? Si on dit à la fin, bon... T'auras souffert 2 fois. Ben oui. Si on dit, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ce que je dis souvent en débat. Je dis, quand tu t'arrêtes à une exaction subie, celui qui a commis l'exaction, il gagne 2 fois. Il gagne 1 fois parce que d'abord, ben, t'as eu mal quand t'as eu le préjudice, et il gagne 2 fois parce que le dit préjudice t'a enchaîné à l'endroit où il t'a été infligé. Tu n'avances plus.
Tout à l'heure, tu parlais de ta perte de poids. Est-ce que ça a changé quelque chose avec ton rapport avec les femmes, au couple? Je ne sais pas si tu es en couple, marié, ou est-ce que ça a changé quelque chose? Non, bon, je pense que ça marche un peu mieux quand t'es un peu plus maigre. C'est la question que tu me poses. Mais en tout cas, moi, je me sens mieux dans mon corps et donc forcément, je suis mieux avec l'autre. Tu sais, par exemple, il y a un truc tout con. T'es gros, t'aimes pas ton ventre et tu vas être avec une meuf qui je sais pas, elle veut te câliner, elle passe sa main un peu sur son ventre. Toi, tu l'enlèves. Elle pense que tu la repousses, mais en vrai, tu veux juste pas qu'elle touche une zone que tu considères comme étant disgracieuse. Disgracieuse, tu comprends? Elle pense que tu la repousses, alors qu'en fait, c'est juste que t'es gêné qu'elle fasse ça. Ça, c'est vrai que du coup, maintenant, je suis un peu plus à l'aise. Enfin, j'ai encore quelques bourrelets, mais je me sens mieux dans mon corps. Et la fidélité, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu parlais de ton père qui avait eu 11 enfants tout à l'heure. C'est quoi ton opinion? C'est compliqué. C'est vaste, hein? C'est une vaste question. Non, mais c'est une vaste question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, frérot. Parce que tout le monde y réfléchit. Parce que j'ai ressenti le besoin de mettre mon zizi à plein d'endroits différents. Je te le dis. Mais non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Déjà, la fidélité, qu'on soit clair, c'est un choix. On ne ressent pas une envie naturelle d'être fidèle. Moi, j'ai du mal à croire ça. Mais après, c'est que ma vérité à moi. Elle n'a pas vocation à s'appliquer à tous. Pour moi, c'est un choix. Pour moi, on a quand même plus tendance à faire putain, joli cul et pas mal du tout, Denise, tu vois. On est un peu comme ça. Je pense que quand on veut construire un projet avec quelqu'un, on a besoin d'être peut-être fidèle le temps de construire au moins le projet. Je pense que dire qu'on va vouloir, qu'on va être d'accord et qu'on va réussir à avoir envie de qu'une personne toute sa vie, pendant 40, 50 ans, je veux dire, pas toute sa vie, tu vois, 40, 50 ans de relation fidèle, bon, moi, j'ai du mal à croire ça. Je ne sais pas, par ailleurs, s'il est normal de réclamer ça. Je me demande si c'est une démarche égotique ou pas, de dire à quelqu'un, tu ne baiseras que moi. Mais non, mais parce que, en fait, arrêtons de nous emmerder. Demandons-nous si arriver et dire tu ne baiseras que moi, c'est gonflé ou pas. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ce qu'on a de précieux dans la... Mon frère, la vie, c'est court, hein? Sa vie, c'est court. Qu'est-ce que vous dites, là? C'est court, hein? Très, très court. Il faut découper un peu. Ouais. Pas beaucoup, mais il faut s'assurer que pas de regrets. Et en plus, le laps de temps où tu peux découper, il est encore plus court que la vie. Bah, c'est vrai. C'est pas à 80 piges que tu vas me dire, bon, je me lance dans le game. Il va te dire, frérot, je vais te dire, c'est un peu juste, mon Guigui. Ça va être juste, Guigui. Parce que, je veux dire, t'aurais peut-être dû taper la brésilienne dont tu m'avais parlé à l'époque. J'aurais dit, voilà, mais que moi, la suédoise, bon, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est compliqué de dire qu'on ne va aimer. Ça, par contre, c'est possible. D'aimer une personne toute sa vie. Parce que pour moi, l'amour, c'est pas le rapport charnel. Pour moi, l'amour, c'est construire un projet avec quelqu'un. Tu comprends? C'est avec toi que j'ai construit un projet de vie, que j'ai des enfants, qu'on a un cocon, une famille. Oui, qu'on a des enfants, qu'on a élevés ensemble, qu'on a un patrimoine commun, on a un lien à vie. On a construit un truc beau. Tu comprends? Est-ce que c'est grave si, dans ce processus, une seule fois, je suis allé faire une tournée à Toulouse, j'ai croisé une dame et que ça s'est bien passé là-bas? Ce qui s'est passé à Toulouse, c'est à Toulouse. Moi, je sais pas. Moi, je crois que on est un peu trop dur là-dessus. Je crois qu'il y a des parties du monde où c'est moins un problème. Et j'ai le sentiment que les couples les plus heureux, c'est aussi les couples qui se sont dit, je me prends pas le crâne là-dessus. C'est pas que c'est pas important, c'est que je pense que si je veux mettre mon esprit et mon cœur là-bas, je vais me faire du mal pour rien. Donc je laisse faire l'autre. J'accepte que, un peu à l'instar des chats, il va, il revient, elle va, où elle va, elle revient. Mais je ne sais pas si aimer quelqu'un, c'est essayer de le posséder ou vouloir le posséder. Ça, je pense pas. Je pense qu'il faut accepter l'idée. Non mais, tu rigoles, mais... C'est le tu baiseras que moi qui me fait rire. Décalé, c'est le tu baiseras que moi avec ta tête. Tu m'as fait rire décalé. Oui, mais c'est vrai, non? Ouais. C'est couillu, hein? Frère, est-ce que ton zizi est magique? Je veux bien concevoir que tu imagines que oui. Mais dans les faits, frérot, je pense pas. Hein. Ni le mien, d'ailleurs. Tu vois, tout aussi noir et robuste qu'il soit, comme ce boudin noir, quelque part, ce cobra. Fou, ce mec. Écoute. Il n'y a pas de limite du tout. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais écoutez, il est temps qu'on chill. Mais oui, il faut qu'on sorte dans les forêts. Écoute, avec toute l'inflation, les problèmes économiques, on peut même plus baiser. Mais non, mais le monde est difficile. Il faut qu'on... Voilà. Moi, j'en parle avec ma copine. Hein. Je lui dis, écoute, j'ai bien compris que toi, t'es plutôt sur un projet traditionnel. Mais... non, mais dans le respect. Dans le respect, mais... Ah, je tiens. Mais attention, à 42 ans, hein, il peut que je fasse une rechute. Moi, je pense que les couples les plus heureux, c'est ceux qui ont pas lâché la bride, parce que c'est pas la bonne expression, lâcher la bride, déjà. Tu vois? Je pense que on ne s'appartient pas. L'autre ne t'appartient pas. Quand tu sors avec une femme, c'est juste ton tour. Même ta femme.
C'est ton tour, tu comprends? Elle t'appartient pas, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Vouloir posséder le corps de l'autre, en vrai de vrai, si on est honnête et qu'on réfléchit intellectuellement, c'est une démarche purement égotique. Tu comprends? Parce que si tu vas, mec, que toi et moi, on est ensemble, on est homo, on est ensemble, même si tu veux autrement, parce que peut-être tu veux pas qu'on fasse cet exemple-là, mais, non mais voilà, et je respecte, Guillaume. Mais bon, imagine, je suis avec une meuf, ça fait 20 ans que je suis avec cette dame. Comme je t'ai dit, on a construit quelque chose. On a des enfants, un patrimoine commun, les familles s'adorent, on est solide. Bon, cette dame-là, elle part en Grèce avec ses copines. Elle va en Grèce, elle arrive en Grèce, putain, par mégarde, elle glisse une plaque de verglas et elle se réceptionne sur la des Faistos. Bon, vive la Grèce. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Si je suis pas au courant. Ouais, t'acceptes. Mais non mais, si je suis pas au courant. Faut pas faire avec des amis. Au courant. Faut pas faire. Tu pardonnerais avec moi, je pense que si on en arrive là avec ma femme, il y aurait des règles très simples. Si enfin on a une vraie discussion, des copains. je lui dirais, écoute, moi je dois jamais le savoir parce que j'ai un ego de fils de. Non, que tout soit clair. Pour faire ce que je fais là, il faut avoir beaucoup d'ego, frérot. Moi, j'ai beaucoup d'ego. Et celui-là risque d'être mal placé. Donc, je veux pas savoir comment ça se fait qu'on ait des réductions chez Chipolata. Puis, en fait, je veux pas savoir comment ça se fait qu'on nous offre des entrecôtes. Je veux pas savoir comment ça se fait qu'il y ait des rôtis gratuits. Je veux pas savoir pourquoi le boulanger me dit quand même vraiment sympa votre épouse. Hein. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir pourquoi ce fils de dit ça. T'as compris? Je veux pas savoir. Ça doit pas être des proches. Ça doit pas être des amis, ok? Ça doit pas être des proches parce que là, c'est du manque de respect. Là, c'est du manque de respect. Tu vois? Je veux pas être en soirée, à l'apéro avec des amis, et que parmi nos amis à l'apéritif, il y en ait 4 qui t'aient soulevé dans le jardin, mon enfant. C'est beaucoup 4. C'est beaucoup 4. Ça, je ne veux pas accepter. C'est pas cool. C'est pas convivial. C'est pas fair, ok? Et pour moi, il doit pas y avoir trop de répétition parce que la répétition amène les émotions et que pour moi, la vraie trahison, c'est vivre une relation parallèle. Ça, pour le coup, c'est plus compliqué, tu vois. C'est que tu vas carrément finir par être amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, les polyamoureux diront qu'ils sont pas d'accord avec moi et je respecte. Mais pour moi, à terme, une vraie relation est une relation où il y a ces règles-là. Et paradoxalement... Où il n'y a pas de sentiment à côté, quoi. Non. Mais mon frère, sur toute une vie, il faut quand même pouvoir visiter la Guadeloupe. Mais non, mais tu vois, c'est qu'un voyage d'un mois, on peut s'en remettre. Hein. La Colombie, tu y vas 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le problème vient du sentiment d'appartenance. Et pour moi, c'est... Ben, il faudrait regarder, mais la fidélité, je ne sais pas, l'Église qui a mis ça en place pour limiter les taux de naissance, ramener une morale à con dans cette histoire de sexe. Sinon, avant, on se soulevait dans les troquets. Hein. On se soulevait tous dans les troquets avant, tu vois. Mais c'est... De toute façon, c'est pas compliqué. Soyons simples. À l'échelle de l'humanité, statistiquement parlant, c'est un projet qui a échoué, la fidélité. Pourquoi? Ben parce que les gens passent plus leur temps dans les autres que tout seuls. Les gens passent plus de temps dans d'autres gens que leurs partenaires, d'ailleurs, qu'avec leurs partenaires. Tu crois ça? Non, attention, là, c'est pas je crois. À l'échelle de l'humanité, la fidélité est un échec. C'est pas un avis, ça. C'est factuel. Ça, c'est faux. Je sais que les couples, c'est 1 couple sur 2 qui divorce. On en avait parlé il y a pas longtemps. Mon ami, il y a plus de gens qui baisent ailleurs que de gens qui se tiennent la chic, hein. Et d'ailleurs, gars comme Ngo, parce qu'on sous-estime l'impact des femmes dans ce domaine, mais elles sont juste plus discrètes que nous. Et elles ont la justesse d'esprit de ne pas s'en vanter quand elles l'ont fait. Tu penses qu'elles sont... Elles ont la justesse d'esprit de ne pas dire « dis donc, il était bien lui ». Non, elles le gardent pour elles font leur affaire, et c'est très bien comme ça. Moi, je pense que les femmes trompent autant que les meufs, qu'elles sont juste plus discrètes et un peu moins connes que nous, c'est tout. Nous, on est assez cons pour s'en vanter, en plus. Tu vois ce que je veux dire? On est cons pour dire « Michel, je t'ai pas dit ». Et donc, voilà, et pas effacer les messages et avoir un dossier sécurisé où il y a les photos, tu vois, les gros cons, quoi, tu vois, ceux qui laissent des traces. Mais je pense que les femmes trompent autant, et c'est pas je pense, mais factuellement, à l'échelle de l'histoire des humains, c'est un échec, ça. Tu crois en l'amitié homme-femme? Oui, je crois que l'amitié homme-femme intervient surtout au moment où la meuf a clairement dit qu'elle n'allait pas baiser avec toi. Là, souvent, elle ressent une amitié forte. Quand elle a bien fait savoir qu'elle n'allait pas la soulever, souvent, il y a une amitié très forte. Non, globalement, je dirais que c'est un peu complexe, mais moi, j'accepte. J'ai été élevé par une femme de gauche, féministe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, j'ai pas accepté, mais disons que je suis à l'aise avec ça. En tout cas, moi, ça me pose pas de problème que ma copine ait des amis hommes. Peut-être que c'est plutôt les horaires auxquels ils se voient qui vont plus. C'est-à-dire qu'ami à 2h30, c'est relou. Ami à 4h du matin, c'est pénible. C'est une amitié qui me teste. Tu vois ce que je veux dire? Mais je respecte, hein, elles ont le droit, mais je peux considérer que c'est son droit de le faire et que c'est mon droit de partir. Non mais voilà, chacun va appliquer son droit. Chacun va appliquer son droit, tu vois.
suis pas parfait sur tout, mais disons que je pense que tout est possible. Mais en vrai, Guillaume, je pense que le vrai truc, c'est juste de vraiment respecter. Tu vois, de pas... En fait, on peut tout faire tant qu'on respecte un peu son partenaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Il y a rien de vraiment interdit, tu vois, mais sois pas relou, tu vois. Me dis pas, chérie, je t'appelle, oui, il y a beaucoup de bruit là, je suis avec Kevin là, comme je t'avais dit, ok, allez, bisous mon cœur. Tu vois, là, tu raccroches, t'es chez toi avec ta tisane, tu te dis, ça fait chier quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout, mais sinon, pour moi, on peut tout faire assis. Par contre, moi, pas les ex. Ça, il y a pas de... La seule chose, la seule chose qui justifie que tu sois ami avec ton ex si t'es ma copine, c'est que vous ayez un enfant. Vous avez un enfant, bon ben là, tu restes à vie. Ben là, vous êtes liés à vie, donc là, j'ai plus. Là, soit je dis non dès le départ, ce que je pense que je fais d'ailleurs, au passage. Ah oui, si moi j'ai pas d'enfant, je sors pas avec une femme qui en a un, pas parce qu'elle est impropre ou quoi, mais parce que j'aimerais vivre l'expérience déjà à nouveau. Donc, faut savoir si elle en veut d'autres, et j'aimerais vivre l'expérience avec une femme qui n'en a jamais connue en fait. Pour que ce soit nouveau pour elle et pour moi. C'est même pas une histoire de masculiniste. C'est que je veux vivre ça, je veux que ses yeux soient ronds et émerveillés comme mes yeux seront ronds et émerveillés. T'inquiète pas, la deuxième, c'est toujours le cas, la troisième aussi, je pense. Ah oui? Je pense que c'est tellement incroyable un enfant que t'es toujours un peu... Moi, j'en ai pas, je sais que t'en as, toi, mais moi, j'en ai pas encore. Donc, c'est vrai que j'aimerais vivre l'expérience, voilà, de préférence. Il paraît que t'as fait un don de sperme, déjà. Un don de sperme? Oui. Oui, j'ai fait le spermogramme. Ah, c'est spermogramme, je crois que t'avais fait un don de sperme. Ouais, le mec qui veut vraiment repeupler la planète, quoi. Moi, c'est pour l'Afrique. Non. Ah non, le mec est fou. Non, j'ai fait le spermogramme, là. Putain, où tu vas te branler dans un bocal. C'est pourquoi? C'est pour savoir si c'était stérile. C'est parce que je suis sur le. Je vais avoir des enfants, donc je vérifie que l'armée est prête. Tu vois, à conquérir le Wakanda. Donc, non, mais. J'ai fou, ce gars. Non, mais je fais comme tout le monde, quoi. Je vérifie si je suis à jour, si les spermatozoïdes savent bien nager et s'ils sont efficaces. Le processus est glauque. Hein. Pour faire ça, là? Ah, frérot, tu vas dans un truc, il y a une dame qui te dit, vous voulez un magazine? Tu dis, bah non, j'ai mon téléphone. T'arrives dans le sous-sol, il n'y a pas de wifi. Hein. Donc là, tu vas à l'imaginaire. Hein. C'est vraiment Christophe Colomb, le truc. Là, c'est vraiment un truc dont je me rappellerai quand même toujours. Hein. Je suis allé à l'exploration, hein, Christophe Colomb. Hein. C'était quand même technique. Hein. Donc, tu vois, je pourrais dire à mon fils, tu sais pas ce que j'ai fait pour que tu sois là, quoi. Tu sais pas jusqu'où je suis allé. Je pourrais lui dire quand même casserait les couilles. Mon fils ou ma fille, d'ailleurs. Parce qu'il garde après le sperme pour faire de l'insémination? Non, c'est juste pour vérifier. Oui. Et il note sur 100. Il note sur 100, puis t'as les résultats, quoi. Ah putain, t'as une note sur 100? Oui, t'as une note sur 100. Hein. Putain, et alors? Hein? Et alors? 90. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Ah, c'est pas... Ça peut être mieux, mais c'est pas mal. J'ai un pote qui a 97, c'est chiant. Ah. On a fait une petite concurrence, lui 97. Et c'est à cause de quoi? C'est l'alcool? Non, il paraît que comment on s'alimente maintenant, pour la plupart des hommes, c'est pas que ça nous rend impuissants, mais c'est difficile pour nous d'être de bons reproducteurs, parce qu'on s'alimente très mal et que ça a un impact direct sur la qualité de notre sperme. Non, mais ça, faut le dire, pour le coup, blague à part, si on redevient sérieux, la manière dont on s'alimente. D'abord, je crois que il y a des types de nourriture qui ont un impact direct sur... Comme quoi? Tiens, c'est intéressant, ça. Le fast-food, les bouffes, les plats industriels, ça dérègle beaucoup notre fonctionnement biologique général, quoi. Endocrinien, nos hormones, ça nous fout dans le noyau. Mais il y a beaucoup de gars qui ont un sperme de mauvaise qualité à cause de leur alimentation. C'est connu, ça, de plus en plus maintenant. De toute façon, au moment où on va tous vérifier si on est prêt à partir à la guerre, on nous explique souvent que non, hein, pas plus que ça. Ah là là. Et c'est quoi, le sucre, par exemple, ça peut être mauvais? Le sucre, l'alcool, pour faire du sport, il faut être en forme physique. Souvent, on te dit, quand tu veux faire un enfant, il faut te remettre en forme quand t'es un homme, refaire monter un peu la testo, revenir un peu dans le game, quoi, tu vois. Parce qu'on est tous... toi, t'es bien, t'es in shape, mais on est quand même tous aussi un peu grassouillets, un peu gros lard, et j'ai rien contre les gros, je suis aussi body positive, mais a priori, factuellement, il y a 2-3 trucs où ça peut nous handicaper, quoi. Donc, il faut commencer à faire attention. J'ai 38 ans, moi, donc j'ai quand même le temps d'arriver fit à 40, quoi. Tu vas découvrir un jour, tu vas rentrer de vacances de Sicile, tu vas ouvrir ta boîte aux lettres et tu vas tomber sur une lettre de l'URSSAF. Tu vas comprendre ce que c'est que les impôts en décalé. Ouais, parce que de base, énorme branleur quand même, tu vois, artiste, énorme branleur. Et je commence à faire un peu d'argent. Je me souviens que cet été-là, mes soi-disant potes du milieu, qui n'en seront plus du tout après, évidemment, mais comme je suis un garçon généreux, et que mes potes, eux, ont pas ses pères, à l'époque, je veux les faire kiffer. Et donc, je loue une énorme villa en Sicile, parce que ma mère vit là-bas. Donc, j'ai un rapport à l'Italie qui est assez fort, un lien assez fort depuis que je suis petit. Et donc, souvent, j'y vais en vacances tous les étés. Je passe toujours une semaine ou deux en Italie. Ça peut être en Sardaigne, en Sicile. Là, c'était en Sicile. Ta maman biologique ou celle qui m'a élevé, ma belle-mère, donc du coup, que vous appelez belle-mère, mais moi, elle m'a élevé depuis que j'ai 6 ans. Donc, c'est du mal à dire que c'est ma belle-mère, tu vois. Moi, c'est ma mère aussi. Moi, j'ai 2 mères, tu vois. Et donc, elle, on va en Sicile, elle me trouve une villa que je loue, mes potes, avec piscine, machin et tout. On fait tout, jet ski, on kiffe, bateau. Enfin, rien, on est là. Volare, cantare, Et je reviens et il y a le courrier. Et donc, j'ouvre le courrier au début et je vois écrit URSSAF.
Du coup, je me dis, bon, peut-être c'est une ONG, peut-être c'est pour aider, peut-être c'est pour aider le Sénégal ou une connerie comme ça, tu vois. Pas du tout, je me fais découper, frérot. Je vois les chiffres, j'appelle, je dis, on peut payer en 8 fois parce que là, j'étais pas du tout prêt, quelque part. Et je me fais découper. J'en ai d'ailleurs fait un sketch qui a passé le million sur YouTube, où je raconte, ma raconte avec les impôts, quoi. Mais il y a des gens dont la carrière, et je pense que tu dois le savoir, a été littéralement brisée suite à un redressement, hein. Ah oui, mon gars, hein, parce que et aussi des fois tu prends pas le bon comptable, des fois tu prends pas la bonne équipe qui déclare jamais correctement, sauf qu'à la fin c'est bien toi et ton comptable banque qui devaient assumer les erreurs qui ont été faites par le staff. Donc entourez-vous bien, ça je dis aux entrepreneurs, aux gens qui nous écoutent, assurez-vous que c'est des gens qui font bien les déclars comme il faut. Vous reposez pas trop sur les gens, revérifiez un peu des fois et tout. Moi c'est bien que ce soit arrivé maintenant, c'est à mon début de carrière, mais j'ai pris vraiment cher. Maintenant tu fais plus attention? Oui, je fais gaffe maintenant. Maintenant je fais gaffe. Là on a contacté les impôts avec mon équipe pour s'assurer que tout va bien, qu'on peut bien régler la dette. Voilà, je suis content de payer mes impôts en France. Moi, s'il n'y avait pas eu la France et le système social français, je serais pas là à l'heure actuelle, tu vois. J'ai vécu pendant longtemps du RSA, j'ai bénéficié de la CAF, des aides quand j'étais étudiant, donc je suis heureux de redonner aujourd'hui, voilà. Parfois, c'est un peu trop à mon goût, mais j'accepte. Voilà, j'accepte, je suis français, c'est ce qui vient que fait d'être français, et c'est un beau pays, j'accepte. Ça fait quelques années maintenant, il y a quelques humoristes ou personnalités qui ont été mises de côté, la cancel culture, parce qu'ils ont fait une C'est la gauche qui a inventé ça, hein, faut préciser. Hein. C'est pas la droite qui a inventé la cancel culture, je le dis souvent, mais j'aime bien le dire parce que, comme je t'ai dit, on critique beaucoup les médias de droite pour leur excessivité qui mène à du racisme, à beaucoup de choses, mais on critique pas assez les médias de gauche pour leur excessivité aussi. Et donc la cancel culture, c'est le fait de mettre quelqu'un en dehors, de l'effacer, cancel, hein, parce qu'il a fait une blague de mauvais goût, par exemple, comme c'est arrivé. Ou parce qu'il pense pas de la bonne manière. C'est arrivé, par exemple, je repense à Tex, l'animateur des Amours, qui avait fait une blague de mauvais goût, ouais, le pauvre. Pour le coup, et qui n'est plus du tout à la télé, du tout aujourd'hui. Oui, moi je trouve ça. Je sais pas s'il a fait ses excuses, ce qui s'est passé ensuite, je saurais même pas dire. Franchement, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais moi je trouve ça scandaleux. C'est une chose qui est certaine parce qu'en fait, le boulot d'humoriste, c'est un boulot qui, depuis les temps mémoriaux, bénéficie juridiquement parlant d'une certaine tolérance. Parce qu'on sait que justement, l'humoriste, son but, c'est de faire rire. Et que quand il fait une blague qui ne fonctionne pas, forcément, c'est direct un peu gênant, mais on tolère. On dit, bon, voilà, t'es pas hyper fin, Michel, mais on passe à autre chose. Normalement, on tolère. Cette tolérance-là, elle n'existe plus aujourd'hui. On dit oui, qu'il faut absolument cadrer l'humour, rendre l'humour un peu moins blessant. Mais moi, j'ai une question simple à poser. Qui fixe le barème? Qui décide ce qui est une blague drôle ou pas, à part le public, hein. C'est quand même les gens qui vont le consommer qui doivent choisir si on n'existe ou pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai un rapport avec les médias qui est très à distance, parce que je considère que ils ont un côté versatile qui fait qu'ils peuvent t'encenser un jour et te chier dessus le lendemain authentiquement. Et tu vois, ça c'est insupportable. Oui, t'es leur star un jour. Et... Oui, mais regarde Kylian Mbappé, frérot. Prends Mbappé. Mbappé, c'était la star qui a mis un triplé en finale face à l'Argentine. C'est sûrement le match de foot le plus dingue, je pense, que j'ai vu de ma vie à ce jour, tu vois. Cette espèce de remontada où c'est un Français, il en met 3, t'es là, waouh, machin et tout. Quelques temps après, il s'embrouille avec le PSG, il va en Suède, on lui met une histoire louche sur le dos où apparemment son nom n'a même pas été cité, comme quoi il aurait eu un rapport bizarre avec une meuf, machin et tout. Au final, l'affaire, elle a fait pchit. On n'a jamais dit son nom et il n'y a pas eu de démenti. Alors que les médias ont passé absolument une semaine à mettre son nom dans la boue, non-stop, information rapide, continue, Kylian Mbappé, ceci, cela. Voilà, ça peut rendre fou aussi, ça. Tu vois, je sais comment ils sont les médias, je sais qu'ils gèrent du flux et donc je les gère à distance. Voilà. Pour terminer, tu disais que tu voulais dans une interview partir pour vieillir au Bénin. Tu disais, je voudrais repartir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire là-bas? Parce que c'est le rêve de ta vie. Bah, c'est mon pays. Je suis né là-bas. J'ai passé toute mon enfance. Je suis arrivé ici en tant que jeune adulte, que jeune homme à 19 ans. Tu vois, j'étais pas un homme accompli, mais j'étais un garçon qui avait déjà un peu son vécu, des souvenirs importants. Donc en vrai, tous mes amis d'enfance sont là-bas. Mes vrais amis d'enfance, ils sont au Bénin et ils sont tous rentrés là-bas. Donc j'aimerais bien peut-être les retrouver et rigoler un peu avec eux. Tout est plus simple là-bas. J'ai toujours dû prouver ma valeur en France, alors qu'au Bénin, j'ai le sentiment que je suis naturellement accepté. Donc c'est un peu plus simple pour moi. Comme j'aime le challenge, je reste ici. Peut-être qu'à 50 ans, j'en aurais marre de prouver. Et donc je voudrais peut-être rentrer chez moi. Et j'ai pour rêve de créer un festival d'humour au Bénin pour permettre aux jeunes Africains d'Afrique de l'Ouest, aux jeunes humoristes de s'exprimer, de montrer un peu leur talent et de rapporter un peu ce que j'aurais appris et vécu en France là-bas. En fait, on dit beaucoup, mon père disait, que le problème de l'Afrique était la fuite des talents. Que les gens venaient se former ici dans plein de domaines différents, scientifiques, économiques, voilà, mais que ils ne le ramenaient pas dans leur pays d'origine. Donc j'aimerais bien quand même faire un truc pour le Bénin avant ma mort. Ce serait une bonne façon de remercier ce pays pour ma naissance, pour mes valeurs, mon éducation. Je trouve que c'est important de rendre au Bénin ce qu'il m'a donné aussi, comme je rends à la France tous les jours en spectacle ce qu'elle m'a donné et en impôts.
Non, mais C'est la fuite des talents et la fuite des cerveaux. la fuite des cerveaux, c'est le grand mal, le plus grand mal de l'Afrique. En France, ils disent que la fuite des cerveaux avec les impôts qu'il y a, Oui, mais il y en a quand même 2-3 qui restent. heureusement. Vous en avez quand même 2-3. Heureusement. Voilà, vous, la fuite, c'est plutôt les vrais, authentiques milliardaires qui veulent économiser 4,5 millions au lieu de les donner à la France. Bon, ben, c'est un choix. Mais je trouve qu'en France, il y a quand même un niveau scientifique, de médecine, de recherche, d'astrophysique, de machin, qui est au top Solide, niveau. solide. Très solide. On n'a pas ça je crois que la France est encore la 5e puissance mondiale, si je me trompe, ou la 6e. Mais au Bénin, on n'a pas ça. Donc au Bénin, on a quand même besoin de 2-3 gars qui reviennent et qui rentrent. Et moi, j'aimerais, à travers la culture, apporter autre chose au pays et soutenir mon pays, le Bénin. Moi, c'est important. Je ferai un festival. Hein. Là, il y avait déjà un festival qui s'organisait, mais je préfère faire le mien. Donc j'irai là-bas faire le mien, c'est sûr. C'est un truc que j'aimerais faire. Et j'ai pas envie de finir ma vie en France. Aussi parce que je trouve que la France, aujourd'hui, est devenue, pour ce qui est de Paris, hein, parce que je pense que quand tu voyages en province, ils n'ont pas les mêmes problèmes que... La France n'est pas pareil, non? Non. Non, pas du tout. Voilà. La France n'est pas pareil. On a tendance à le croire. C'est 8%, je crois. Oui, mais il faut rappeler ça. En fait, le petit milieu parisien, c'est pas la France. Et souvent, ça n'a rien à voir avec le Loir-et-Cher, avec la campagne nantaise, avec Marseille. Ça n'a rien à voir. Donc aussi, il faut pas oublier ça. Mais je trouve que le climat actuel de notre société est un climat qui est un peu anxiogène. Et quand on a envie de vieillir pépère, c'est peut-être pas forcément le meilleur lieu. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais de toute façon, de manière générale, je suis afro-européen et j'aimerais passer aussi une partie de ma vie, notamment la faire en Afrique. Ça me paraît pas choquant, quoi. C'est mon pays, j'aime beaucoup la culture, la tradition. J'aime beaucoup la vie en Afrique. Et puis, je pense que si je m'organise bien, j'aurai quand même quelques euros à convertir en CFA. Et là, c'est pas le même game. C'est le 12 juin que tu vas faire ton spectacle. 12 juin 2026, Adidas Arena. Voilà, il s'appelle Vigilance, ce spectacle. Je remettrai, je vous le disais tout à l'heure, hein, dans la description, si vous voulez aller chercher vos places directement sous cette vidéo YouTube. Et puis, dans les podcasts audio, dans la description, pareil. Donc, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire des gens de Premier Podcast de France. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Je crois vous êtes 600 millions à avoir consommé nos vidéos ce mois-ci. Incroyable, ça. Donc, à peu près 7 milliards de vidéos vues par an. Donc, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. C'est fou. Donc, je mettrai les liens si vous voulez prendre directement le spectacle d'Edgar Rive. Et le documentaire, on en a parlé tout à l'heure, ça sera sur TV5 Monde. Oui, ça va s'appeler Edgar Rive, le prix de la liberté. Ça raconte un peu toutes les difficultés que j'ai eues à vivre en tant qu'être humain pour arriver à m'émanciper. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu que je m'émancipe de mon père. Quand je suis arrivé après dans le paysage médiatico-culturel français, et j'ai pas pu tout dire. Il y a des sketchs qui m'ont créé des problèmes. Donc en fait, d'ailleurs, j'ai appelé mon spectacle Solide pour ça. Parce que je me suis rendu compte qu'on est dans un monde où on passe notre temps à nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser pour être considéré comme quelqu'un de bien au regard de la société. Donc dans ce monde-là, être soi-même passe forcément par le fait de dire non à quelqu'un ou à une entité, mais en fait on dit jamais non parce qu'on a peur des conséquences du non. Et donc Solide pour moi c'est un peu la promesse d'être qui je suis, peu importe les conséquences qui viennent avec. Pour terminer, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore accompli professionnellement que tu aimerais faire? Ça marche Ouais, bien. j'aimerais bien faire le Stade de France. Le Stade de France, c'est une salle que j'aimerais bien faire. Je trouve que ce serait un bel accomplissement. C'est pas une salle en fait, ça s'appelle un stade. Ben, c'est un stade, voilà. C'est un stade que j'aimerais plus bien gros, faire. ouais, Ouais, c'est 80 000. Je fais l'Adidas 10 Arena. fois l'Adidas Arena. Ouais, ben je la fais là, déjà, l'Adidas Arena. Ouais. Moi, je suis porto-novien de père et de mère au Bénin. Je viens d'un petit village qu'on appelle à Domain. J'ai déjà fait le Grand Rex 2 fois. C'est vous. Chez moi, ils sont déjà très fiers de moi, les Le gens. Grand Rex, c'est une grosse salle à Paris. Voilà, 2800 places. Je l'ai fait 2 fois. On a fait 5600 en 2 jours. Là d'où je viens, c'est déjà considéré comme un exploit. Donc j'ai envie de faire encore mieux pour rendre les miens plus fiers. Le Stade de France, c'est un rêve que j'ai mis loin. On verra bien comment ça se passe. Mais moi, j'y crois dur comme fer et je me bats pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être en bonne santé, parce que j'ai eu 2-3 problèmes de santé cette année, notamment ma thyroïde, tout ça et tout. D'être en bonne santé et de rester un garçon courageux, parce que je pense que le courage, dans un monde émotif... Hein? Paye. Ouais, et puis paye. Et dans un monde émotif où on te taxe forcément de ceci ou de cela dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, le courage, c'est une valeur cardinale dont on va avoir besoin dans les années qui arrivent. On aura besoin de gens qui disent « je pense ça ». Et peu importe ce que vous me racontez, c'est ça que moi je pense, parce que pour moi, c'est ça la norme. On aura besoin de gens courageux. Et donc, souhaitez-moi du courage et une bonne santé. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était cool. Si jamais vous voulez mettre des commentaires, tu les lis les commentaires sur les émissions? Oui, bien sûr. Que tu fais, ouais. Ouais, je lis toujours les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, je les lis et je les prends. Bon. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Bah, mettez des messages sympas plutôt, c'est plutôt cool. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner en 2 secondes. Vous êtes 150 000 à nous avoir rejoints ce mois-ci. C'est à peu près la même chose chaque mois. Donc voilà, merci. Parfois, ça monte à 200 000. Donc ça dépend des mois. Mais merci en tout cas au jour du tournage de faire de Légende le premier podcast de France. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches pour une interview ou un documentaire. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci beaucoup.